L'actu jeux vidéo, séries, comics et manga, c'est dans l'Antre du Geek, avec Damien et toute son équipe, sur Happiness. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Antre du Geek. Un épisode encore une fois exceptionnel parce que j'ai envie de dire, dans l'Antre du Geek, tous les épisodes sont exceptionnels. Et je tiens également à remercier nos amis de Quoi de Neuf Amiens qui maintenant s'amusent à bien préciser l'Antre du Geek. Et ça, on vous remercie en tout cas les amis. Et aussi pour avoir passé les Space Girls, mais ça, c'est un message perso. J'ai avec moi notamment Rodrigue. Rodrigue, bonsoir. Bonsoir Damien. Sabrina, bonsoir. Bonsoir. Et Laura, bonsoir. Bonsoir. Au sommaire de cette émission, on reviendra sur toute l'actu geek de la semaine. Sabrina, tu nous parleras de plein de sorties séries, de plein de sorties pour vous occuper pendant vos vacances. Oui, parce que c'est vrai que l'Entre du Geek va prendre 2 semaines de vacances bien méritées, 2 semaines de repos. Et j'aime pas que les auditeurs s'ennuient. Voilà, donc Sabrina a prévu plein de choses en tout cas pour vous occuper. On aura également toute l'actu ciné et série avec notamment Laura qui nous parlera de la saison 3 de Alice in Borderland. On aura aussi toute l'actu jeux vidéo. Je vous parlerai notamment de 2XKO, le nouveau jeu de Riot Games qui fait beaucoup parler de lui. On aura aussi toute la partie comics avec le fameux crossover DC Cross Sonic. Rodrigue me juge déjà, mais attends, t'as pas fini. Et on aura aussi toute la partie jeux de société. Et notamment, en parlant de crossover, Rodrigue, t'as prévu un truc ? Tout à fait, un petit crossover qui a été annoncé récemment avec Magic et les Tortues Ninja. Encore de quoi me faire dépenser. En fin d'émission, on recevra Betty Mortelette, la coordinatrice de la semaine de la culture japonaise, qui viendra nous présenter un peu cette semaine particulière dans le pays de Bray et nous expliquer un peu tout ce qu'on pourra y faire. Et ça, ce sera avec plaisir. En attendant, on est ensemble jusqu'à 21h et c'est parti pour l'Entre du Geek. L'Antre du Geek, sur Happiness. Et on commence l'Entre du Geek et c'est partie série avec notamment le premier trailer. Coup de théâtre à Hollywood aujourd'hui. Le cinéaste mondialement connu mais très discret Von Kovac vient d'annoncer qu'il sortait de sa retraite afin de réaliser le remake de Wonder Man. Monsieur Kovac, pouvez-vous nous en dire Alors, surprise, une série Marvel va sortir sur Disney+. Comme c'est surprenant, il s'agit, comme vous l'avez reconnu dans le teaser, de Wonder Man, excusez-moi, je mélange tout ce soir. C'est une série qui se veut un peu cathartique, parce que et qui se veut un peu méta. C'est peut-être un moyen pour Marvel de se moquer un peu d'elle, ça serait pas mal. Alors, en gros, c'est l'histoire de Simon Williams, un acteur qui doit reprendre le rôle de Wonder Man. Je vais y arriver un jour. C'est un héros de fiction, dans un monde réel. Donc, en fait, il va incarner un faux super-héros dans un monde où il y a les vrais super-héros, sauf que les vrais super-héros, en fait, c'est un produit culturel qui fonctionne un peu moins bien à l'heure actuelle, alors qu'ils fonctionnaient bien dans le passé. Ils sont devenus has-been et il faut les remettre au goût du jour. Et donc, c'est un peu une critique de Marvel sur Marvel, peut-être, à voir. Alors j'ai vu qu'il y avait également l'acteur qui jouait le mandarin. Oui, c'est Ben Kingsley qui va reprendre son rôle d'acteur qu'on avait revu récemment dans Shang-Chi. En fait, à l'avant, il jouait en effet le faux mandarin dans Iron Man 3. Ce que moi j'ai personnellement détesté, parce que le mandarin, ça reste quand même le grand méchant de Iron Man. Bien sûr. Et ils en ont fait n'importe quoi. Tu voulais rajouter quelque chose ? Non, juste c'est attendu pour janvier 2026. Attendu est une grande chose, parce que justement, on en parlait la dernière fois, c'est que les séries Marvel ou les films Marvel étaient en chute en ce moment. Donc là, lancer quelque chose qui dit regardez, on est conscient d'avoir fait des choses mauvaises et on va en rigoler, montrer un peu les castings et tout. J'ai fait c'est vrai, c'est un peu ça. Regardez, on fait de la merde. C'est drôle, c'est ça. Alors que déjà que le personnage n'est pas très connu, je pense que c'est un truc qui va vite tomber dans l'oubli, comme les She-Hulk ou les Iron Heart, quoi. Parce que Wonder Man, c'est un personnage qui est intéressant, qui est sympa, puisque je me suis renseigné un peu sur le personnage, parce que je connaissais pas. En fait, c'est un ancien méchant dans les comics. C'est ça. Qui est du coup après passé du côté des héros parce qu'il a eu des pouvoirs, etc. Il vole, il a une super force, des yeux laser. Ça, à la base, c'est un escroc, en fait. C'est un arnaqueur. Mais j'ai un peu l'impression, en fait, qu'ils font un peu comme la fin de She-Hulk, où à la fin de She-Hulk, c'était regardez, on fait de la merde et on le sait. La preuve, Kevin Feige, en fait, c'est un robot. Voilà. Là, je sais pas, j'ai un peu cette impression-là, sauf que cette blague qu'ils ont fait à la fin de She-Hulk, qui était déjà nulle, là, en fait, ils en font une série complète. En fait, je sais pas, j'ai l'impression que c'est en termes de scénar, c'est un mix entre Watchmen et The Boys. Ouais, il y a le côté avec The Boys, parce que du coup, dans l'univers de The Boys, c'est vrai que genre Homelander, etc., c'est des vrais héros, mais ils font quand même des films, etc. Et là, je pense que ça va être un peu le même principe. Ouais, c'est ça. Et puis, je pense que du coup, dans la série, là où c'est un faux... Enfin, au départ, c'est un
faux, hein, c'est un acteur qui va jouer le super-héros et qui va devenir sans doute, c'est attendu dans la série, à un moment donné, un vrai super-héros qui va choper des pouvoirs. C'est ce que Donc je ça va un pense. peu casser un peu ce côté méta. C'est ce que je pense. Peut-être qu'en effet, le trailer, c'est juste un trailer pour dire on vous montre que même pas 1% du scénar, et en fait, à la fin du premier épisode, il va devenir vraiment Wonder Man. C'est possible aussi. Hein. Alors en tout après, cas, j'espère. petite info, je l'ai vu passer cette semaine, c'est que du coup, la série, elle sort en intégralité le même jour. En général, quand Marvel, ils font tenez, on vous donne tout d'un seul coup, c'est qu'ils offrent pas trop à leur projet, parce que quand tu regardes Iron Heart, ils l'ont sorti en 2 semaines, ils ont mis 3 épisodes, 3 épisodes. Personne d'autre en a reparlé derrière, que précédemment, on reprend l'exemple de Daredevil Born Again, toutes les semaines il y avait une attente, il y avait l'épisode, etc. Je me dis, le fait de tout balancer d'un coup, ça fait genre un peu, allez, on se débarrasse de Ou ça, alors, on passe à autre chose. c'est peut-être parce que tu vois, pour Daredevil, il y a une attente, il y a vraiment tu vois, des fanboys qui aiment le personnage, donc tu peux créer une attente. Là, Wonder Man, vous avez l'air de dire, vous qui êtes spécialisé dans les comics, que c'est un personnage un peu pas connu. Donc c'est totalement. peut-être juste le moyen de se dire, on frustre pas les gens, s'ils ont envie de voir, ils le regardent maintenant, et peut-être pour avoir justement le plus de téléspectateurs possible. Bon, on Moi, j'ai verra l'impression qu'il n'y a pas bien de com surtout qui est fait dessus. Si. bien. en Le fait- trailer vient de sortir, c'est tout. Ouais, la semaine dernière, il y avait la New York Comic Con et du coup, en fait, ils ont annoncé pas mal de petits trailers et dont certains trailers où justement qui étaient un peu plus attendus que nous, on n'a pas encore eu les visions du grand public. Je pense à ils ont montré les premières bandes annonces de Daredevil, de X-Men 87 saison 2 et une série qui est plutôt attendue pour le coup, c'est Vision Quest où du coup, en fait, là, on va reprendre le personnage de Vision qu'on n'avait pas vu depuis la série WandaVision où en fait, il devient blanc, il a perdu la mémoire. On va revoir toutes les anciennes IA. Il y a eu des passages apparemment, on voit Ultron qui revient, qui a changé d'apparence, etc. Je pense que ça, pour le coup, sera peut-être plus attendu par le grand public. Et en effet, on va peut-être prendre la formule classique de un épisode par semaine à ce moment-là. Ouais, je pense. Peut-être. Mais après, là, moi, le Vision Quest, toi, je sais que ça te hype un peu. Ouais, parce que ça fait un moment que le personnage, on ne l'a pas vu. Puis il y a une sorte de trilogie qui a été posée avec WandaVision où t'avais les deux ensemble. Après, il y a eu Agatha All Along où du coup, on voit juste l'un des enfants de WandaVision qui est là. Wiccan, ouais. Et du coup, là, par exemple, c'est Speed, je crois qu'il s'appelle. Du coup, il y aura leur deuxième fils qui est censé apparaître dans la série, quoi. Ouais, parce que c'est ça, en fait. Les deux, dans les comics, les deux enfants de Wanda existent réellement. Il y en a un qui a les pouvoirs un peu comme Wanda et l'autre a des pouvoirs un peu comme son frère, Exactement. Pietro. Donc voilà. On continue d'ailleurs dans les trailers avec aussi une série qui fait un peu parler d'elle. I was squire to Sir Erlen of Pennytree since I was a boy. En effet, est enfin sortie également la première bande-annonce du spin-off de The Night of the Seven Kingdoms, attendu pour le 19 janvier sur HBO Max. Donc c'est le spin-off de Game of Thrones qu'on avait parlé il y a quelques semaines. Et du coup, on a enfin pu découvrir cette première bande-annonce. Et pour le coup, moi, ça m'a rendu très très curieux. Parce que pour le coup, je n'en attendais pas grand-chose. Et là, en fait, il y a un nouveau ton qui est présent dans cette bande-annonce, il y a un peu d'humour, etc. Et du coup, ça m'a rendu très très curieux de me dire de quoi ça va parler. Et pour le coup, en fait, on sait que ça va se passer 100 ans avant les événements de la série principale. On y suivra les débuts d'un naïf mais courageux chevalier, Sir Duncan le Grand, et de son écuyer Egg, donc un petit garçon qui a le crâne chauve pour le coup, d'où son surnom Egg, donc œuf en anglais, à une époque où la lignée Targaryen détient encore le trône et où le souvenir du dernier dragon n'a pas encore disparu. Et on va du coup découvrir un grand destin et les puissants ennemis et de dangereuses aventures qui attendent nos improbables compagnons. La série sera composée pour le coup de 6 épisodes pour un rythme de 30 minutes. Donc c'est 30 minutes par épisode, waouh. 30 minutes par épisode pour le coup, parce que du coup d'habitude c'est des séries avec 50 7 ou 8 voire épisodes, plus, ouais, 50 minutes plus. Et là du coup en fait ça va être beaucoup plus rythmé. Et j'ai la raison, c'est parce qu'en fait du coup ça prend une inspiration des chroniques du Chevalier Errant. Donc c'est vraiment des tout petits livres que J.R. Martin avait écrit. Et du coup il se sera adapté en 3 saisons, dont la deuxième sera en tournage à partir de mars 2026. Donc c'est pour ça que ce sera des séries assez courtes avec des formats à 30-35 minutes hors généré, quoi. Ah, par contre, c'est-à-dire qu'ils y croient, parce que s'ils envisagent déjà la 3e saison là en Ouais, donc 2026, c'est ça. Je pense que c'est pour éviter justement, il y a une trop longue attente comme il y avait pu avoir avec Game of Thrones. Non, c'était House of the Dragon, Ah oui. surtout pour le coup. Et du coup, c'est ce que je disais dans cette bande-annonce, ce qui frappait, c'est qu'il y avait beaucoup d'humour. C'était un choix surprenant qui, pour de base, est un univers plus sombre. Et du coup, là, on va pouvoir suivre des personnages qui, de base, c'est pas des grands noms. Là, ça va être l'histoire d'un chevalier qui, du coup, à la suite de la mort de son maître, il va du coup intégrer une sorte de tournoi où il y aura des joutes, etc. Donc, ça risque de donner des très belles scènes à l'écran. Et du coup, on va quand même trouver des grands noms. On voit qu'à un moment, dans le générique, il y a l'un des derniers descendants Targaryens, il y aura un roi Baratheon, etc. Donc, je pense qu'on
qu'on va pouvoir quand même rattacher les wagons avec la série principale, mais du coup ça permettra de découvrir quelque chose de plus entre guillemets terre à terre, dans le sens où ça va être quelqu'un va pouvoir se rapprocher, parce que du coup c'est juste un mec lambda qui devient chevalier, et pour le coup j'ai même renseigné, c'est un personnage où en fait il a grandi à Cupissier, donc c'est les quartiers de basse naissance entre guillemets qui étaient à Port-Réal. Ah bah peut-être que ça va relancer la hype autour de Game of Thrones. Ouais, moi pour le coup j'y crois, parce que je trouvais que ça avait pas mal baissé, la hype de Game of Thrones. Ouais, parce que du coup la saison 2 de House of Dragon avait du coup cassé un peu le rythme, et là du coup on va repartir sur un nouveau spin-off. C'est pas la chose qui était le plus attendue, je sais que les gens auraient voulu des séries sur Jon Snow, Arya, etc. Oui, et là du coup on découvre un nouveau personnage, une nouvelle histoire. Moi pour le coup ça m'intéresse, j'ai vu quelques petites infos que je me garde pour moi pour éviter de spoiler, mais pour le coup ça me donne vraiment envie d'en découvrir un peu plus pour les personnages, quoi. Bon, en tout cas on va avoir ça. Tu t'avais dit ça sort quand? Je l'ai noté là, 19 janvier sur HBO Max. Bon, donc on série de ça. 6 épisodes. On regardera ça sans souci. On continue d'ailleurs dans les univers un peu plus sombres avec la saison 2 d'une prochaine série. Je suis à la recherche de quelqu'un. Vous n'êtes pas la seule dans le coin. Quelqu'un que vous aimez ou que vous détestez? Oh, sacrée bonne question, ça. Vous avez sans doute reconnu et aimé cette adaptation de Fallout qui était adaptée sur Amazon Prime. Bonne nouvelle, la saison 2 est annoncée pour le 17 décembre 2025, toujours sur la plateforme Amazon Prime. Hein. C'était une très bonne adaptation de ce jeu post-apocalyptique nucléaire des studios Bethesda. Et la nouvelle saison donc va arriver. Là, on va être sur le jeu plutôt Fallout New Vegas, qui avait été un franc succès pour les joueurs de la franchise. Donc, on va forcément quitter la Californie pour aller plonger dans un Las Vegas, où on va avoir forcément droit à un peu de décadence, des casinos rétro-futuristes évidemment. On va reprendre la série là où elle en était restée à la fin de la saison 1, c'est-à-dire avec le personnage de Lucy, incarné par Ella Purnell, où elle va justement, elle va reprendre là où elle était arrêtée avec la découverte des questions sur ses origines. Et voilà, on va poursuivre dans ce Las Vegas décadent. Je pense que cette série, elle a vraiment de bonnes choses. Elle peut avoir une bonne communauté derrière, puisque Fallout, malgré les derniers jeux qui ont laissé un peu les fans pantois, je pense notamment à Fallout 76, qui a été juste une horreur. Là, la série respecte plutôt le matériel de base. Là, ils ont en plus l'intelligence de partir sur Fallout New Vegas, qui en effet est beaucoup apprécié des fans. Donc voilà, je pense qu'il y a moyen. C'était une série intelligemment pensée. Moi qui suis pas du tout consommatrice de jeux vidéo, on n'a pas besoin de connaître les jeux vidéo et la franchise pour pouvoir accrocher la série. C'est sa grande qualité aussi. C'est ça en effet. Et en tout cas, on apprécie. Et c'est à voir du coup sur Amazon Prime, t'as dit à partir de... Le 17 décembre. Et ben on regardera ça également. Ça fait beaucoup de choses à regarder là prochainement, franchement. Il y a beaucoup de choses annoncées pour cette fin et début d'année prochaine. En tout cas, pas les mercredis de 19h à 21h, puisque on sera toujours dans l'Entre du Geek avec vous en direct sur Happiness. C'est l'Entre du Geek sur Happiness. On est toujours ensemble jusqu'à 21h et il est temps maintenant de continuer cette chronique, ce moment, cet instant radiophonique autour des séries et notamment autour de cette série qui a beaucoup fait parler d'elle. Oui, donc je ne sais pas si vous allez reconnaître uniquement avec le générique, mais donc on parle ce soir d'une série qui date déjà de 2020, dont la 3e saison est sortie le 25 septembre dernier sur Netflix, et donc on parle de Alice in Borderland. Alors, Alice in Borderland, c'est une série japonaise de science-fiction qui est basée sur le manga éponyme d'Haro Aso, qui a été prépublié entre novembre 2010 et mars 2016 dans les magazines Shonen Sunday Super, puis Weekly Shonen Sunday, de l'éditeur Shogakukan, et compilé en un total de 18 volumes reliés, sortis entre avril 2011 et avril 2016. La version française, quant à elle, est publiée en autant de volumes par Delcourt dans la collection Delcourt Tonkam entre juin 2013 et juillet 2017. Bon, concrètement, Alice in Borderland, ça parle de quoi ? Alors, entre Battle Royale et Squid Game, on suit l'histoire d'Arisu, un jeune homme très intelligent mais surtout un gros glandeur, fauché, qui fait rien de ses journées, si ce n'est jouer aux jeux vidéo et traîner avec ses potes Karube et Shota, en rêvant d'une vie meilleure. Un jour qu'il traîne dans le mythique quartier de Shibuya à Tokyo, les 3 poteaux provoquent un accident et se réfugient dans les toilettes du métro.
Lorsqu'ils en sortent, ils se retrouvent face à une version parallèle de Tokyo, totalement déserte, vidée en un clin d'œil de la quasi-totalité de ses habitants, bien vite appelée Borderland. Dans ce monde, les rares survivants doivent participer à des jeux mortels à travers la ville pour prolonger leur visa de survie, une espèce de passe qui leur permet de rester vivants à Borderland. Chaque jeu est classé selon le principe des cartes à jouer. Donc on en a 4 types. Les piques sont les épreuves physiques, les trèfles sont les épreuves de coopération, les carreaux, les épreuves d'intelligence, et les cœurs, ce sont les épreuves psychologiques et émotionnelles, les plus difficiles selon les joueurs. Au symbole, on ajoute les valeurs correspondantes du coup à la difficulté du jeu. Plus on avance, donc entre le 2 et le 10, plus le jeu est difficile. Perdre un jeu ou laisser volontairement son visa expirer entraîne une mort immédiate par un rayon laser venu du ciel, simple mais efficace. Arisu va rencontrer tout un tas de personnages hauts en couleur, notamment Usagi, une jeune femme indépendante qui deviendra son allié et sa force morale. Donc comme je l'ai dit, la série se compose de 3 saisons, les 2 premières formant une unité narrative dans laquelle Arisu et Usagi vont évoluer au sein de Borderland, jusqu'à découvrir la vérité concernant ce lieu avant de, spoiler alerte, j'ai pas fini moi. C'est la... T'as pas fini quoi? Non, j'ai pas fini la saison 2, mais c'est pas grave. Vas-y. La saison 2, t'as pas fini? Non, j'ai pas fini. Non, bah après, ça me paraît évident, ils rentrent chez eux, quoi, dans le monde réel. Ce qui constituait une fin plus qu'acceptable, qui concluait très bien la série. En plus, ça reprenait, du coup, exactement les volumes de la série qui a été écrite par Haro Aso. Et donc, dans les toutes dernières images de cette saison 2, Damien, bouge-toi les oreilles, on apercevait cependant la carte du Joker, qui laissait présager une saison 3, néanmoins, qui forcément serait inédite, du coup, puisque le manga, lui, s'arrête à la fin de la 2e saison. Mais du coup, quid de cette saison 3 ? Eh ben, on s'attendait à pas grand-chose et on a quand même été déçus. Sans trop spoiler, Arisu et Usagi, ayant tout oublié de leurs aventures passées, vont retourner à Borderland et faire face à des nouveaux jeux mortels. Voilà. Attends, sérieux, l'intrigue, c'est juste « Hey, on a tout oublié, on recommence ?» Ouais, c'est un peu ça. Alors, on va expliquer pourquoi. Attends. Donc, en fait... on va déjà parler de ce qui va pas dans la série. Les plus, c'est le personnage d'Arisu qui est toujours aussi charismatique dans cette 3e saison. On découvre de nouveaux jeux, ça c'est sympa. Des nouveaux personnages plutôt attachants, quoique pas suffisamment développés. En même temps, il y en a la plupart qui meurent, comme d'hab. Et le retour de certains personnages emblématiques des 2 premières saisons, c'est assez sympa. Les moins, du coup d'ailleurs, on en parle, la raison pour laquelle ils retournent à Borderland, qui est absolument totalement what the fuck. Donc pour la petite histoire, c'est Usagi. Vous savez que dans la saison 1 et 2, on apprend qu'elle a perdu son père. Oui. Qui était un alpiniste qui a été... en gros, il s'est perdu dans la montagne, quoi. Voilà, et surtout, il était reconnu coupable de tricherie quant à un de ses records. Et donc, en gros, il s'est suicidé. Hein, on comprend ça dans les 2 premières saisons. Et donc, elle nous explique que même si tout va bien dans sa vie, son papa lui manque beaucoup. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire que de retourner dans Borderland pour voir son papa décédé, selon elle? A priori, rien d'autre. Hein. Attends, il y a son père décédé dans Borderland ? Non, il n'y a pas son père décédé dans Borderland. En fait, elle explique que c'est que dans ses rêves qu'elle voit son père décédé. Et on a un nouveau personnage qui arrive, qui est un psychiatre, qui lui est captivé par les histoires de mort imminente et qui pense qu'en gros, Borderland est cet endroit où on peut vivre cette histoire de mort imminente. Et il n'y a que là qu'elle pourrait voir son père mort. Ok. Voilà. Non, mais on est d'accord qu'il n'y a pas vraiment d'explication logique. Et c'est ce qui pose problème, d'ailleurs. Autre problème à ça aussi, les jeux qui ont énormément perdu de leur intérêt par rapport à la saison 1 et la 2, parce qu'on n'en comprend pas toujours la logique. La fin aussi, qui est quand même particulièrement incompréhensible avec la révélation de qui est le Joker. C'est pas fou. Le retour des personnages des saisons précédentes tout à la fin et uniquement pour faire du fanservice, en gros. Ça, c'est franchement dommage. Et ces dernières images aussi de la série à la Squid Game qui laissent présager une adaptation aux USA, ce qui nous rend tous très très tristes. Bon, si j'ai bien compris, c'est pas ouf, quoi. Non, je suis pas très emballée. C'est une saison 3 qui divise pas mal. Certains ont salué quand même le rythme moins saccadé et l'épuration des jeux dans cette 3e saison, tandis que d'autres, comme moi, pensent qu'il s'agit de la saison de trop, clairement, et que les 2 premières étaient largement suffisantes. Du coup, ça m'a donné plutôt envie de revoir les 2 premières, que j'ai adorées, et qui sont pour moi bien plus intéressantes scénaristiquement parlant que Squid Game, qui s'inscrit dans la même veine.
Du coup, je vais vous parler davantage de ces 2 premières saisons. Et bien sûr, du parallèle évident avec une autre œuvre bien connue, puisque Alice in Borderland s'inspire de quelle œuvre ? Alice au Pays des Merveilles. Voilà, Alice au Pays des Merveilles, du coup. C'est pas sorcier, quoi. Non, c'était facile. Hein. Ou Alice in Wonderland, du coup, dans la langue de Shakespeare. Et les parallèles entre les 2 œuvres sont nombreux. On retrouve toute l'histoire des cartes à jouer qui sont présentes tout au long de la série, dont j'ai parlé tout à l'heure. Les personnages qui font référence à des persos de Lewis Carroll. Harisu qui veut littéralement dire Alice en japonais. Usagi qui, elle, fait référence au lapin blanc. On a le personnage du chapelier lui-même, qui s'appelle d'ailleurs le chapelier dans la série. On a aussi cette idée d'un monde imaginaire qui ne répond qu'à ses propres règles, comme le Pays des Merveilles, et certains jeux qui font directement référence au roman, puisqu'on a par exemple le jeu du croquet de la Reine de Cœur. On aime aussi les thèmes principaux qui sont abordés, le sens de la vie, de la mort, l'amitié, le sacrifice et la confiance, la critique aussi de la société japonaise moderne, cette histoire de le fait qu'on ait un espèce d'isolement des personnages, l'idée de la compétition aussi entre chacun, et là aussi la résilience face à la perte. On a aussi un développement des personnages qui est très intéressant. Je parle toujours des 2 premières saisons, pas du tout de la 3e. Harisu qui passe de jeune adulte paumé à un homme qui n'a pas peur de s'affirmer et qui s'impose comme un leader intelligent, mais jamais dénué d'humanité, malgré les épreuves traversées. Et enfin, la mise en scène est très belle. Les plans de Tokyo désert sont saisissants, presque cinématographiques. Les effets spéciaux sont maîtrisés, sans excès. La musique accentue la tension et l'angoisse sans surjouer. Enfin, les jeux sont filmés avec un rythme nerveux. Mais les moments de calme entre les jeux permettent de respirer et de réfléchir, ce qui équilibre la narration. Et du coup, tu conseilles quand même la série ou pas du tout ? Évidemment, oui. En résumé, je la conseille. Surtout les 2 premières saisons, même si la saison 3 du coup est pour moi un ton en dessous, faut la voir quand même. C'est une série intense, intelligente et émotionnellement forte qui mélange action, mystère et philosophie avec un vrai sens du spectacle. Pour les amateurs de séries à la Squid Game ou du film Battle Royale par exemple que j'évoquais plus tôt, Alice in Borderland c'est un must-watch entre jeu mortel et questionnement métaphysique. Merci Laurent en tout cas de nous avoir parlé de cette saison 3 d'Alice in Borderland. C'est l'antre du geek sur Happiness. Tu réalises, Sabrina, que j'ai fait exprès d'ouvrir ton micro. Oui, je sais. Juste pour ça. Moi, je veux dire à nos auditeurs quand même, en off, c'était le feu. Ah, c'est clair que cette playlist Happiness, il n'y a pas à dire, franchement, elle est top. On continue cette fois l'actu ciné avec notamment un film, Laura. Alors, j'ai pas trop compris de quoi ça parle, puisque j'ai l'impression que tu me souhaites bonne chance d'aller m'amuser et de surtout pas mourir. Oui, c'est ça. Alors, c'est le nouveau film de Gore Verbinski qu'on connaît essentiellement pour la saga Pirates des Caraïbes, donc c'est quand même pas n'importe quel garçon, et qui fait son grand retour derrière la caméra après 8 ans d'absence quand même. Et ouais, ce nouveau projet, intitulé Good Luck, Have Fun, Don't Die, qu'on pourrait donc traduire, comme tu l'as si bien dit, par bonne chance, amuse-toi bien, ne meurs pas, mêle action, comédie, et si j'en parle ce soir, c'est parce que ça parle surtout de science-fiction. Alors, l'intrigue, ça suit un homme venu du futur, qui est interprété par l'acteur Sam Rockwell, que personnellement j'aime beaucoup, qui fait irruption dans un dîner de Los Angeles afin de recruter des clients désabusés. Et ensemble, ils vont devoir affronter une intelligence artificielle menaçant l'humanité tout entière. Rien que ça, déjà, je trouve que le mystère plane et que ça a l'air super top. T'as pas l'air convaincu. Mais si, moi vraiment, je t'assure. Et puis alors, si, je sentais la conviction là. Non, bah oui. Et puis ils ont montré une première photo du film en fait qui a été dévoilée il y a pas longtemps, dans laquelle on voit le personnage de Sam Rockwell justement au milieu d'objets volants, dont un petit soldat en plastique qui flotte dans les airs et ça a l'air, franchement, ça me hype de fou, ça a l'air trop fun. Bah, ça a l'air d'être pas mal SF. Bah oui, c'est pour ça que j'en parle, enfin, ça a l'air... Puis intelligence artificielle en plus, je sais pas pourquoi, mais ce qu'elle va faire là, mais ça a l'air fun. Et donc, le film sort dans les salles américaines fin janvier, et c'est tellement bien que on sait pas quand est-ce que ça sort en France. Ah ouais, donc c'est purement américain. Bah en fait ça sort fin janvier en Amérique, c'est juste qu'on n'a pas de date française pour l'instant, on espère que ça va suivre. Mais il n'y a pas de date française annoncée. Bon. Et pour le prochain film dont tu vas nous parler, Laura, est-ce qu'il y a une date française ? Est-ce qu'il y a une date française pour le prochain film ? Je crois que oui. Attends, je l'ai perdu. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas non plus. Donc, deuxième film annoncé, après le succès phénoménal, bien qu'inattendu, du film Barbie, c'est au tour d'un autre jouet de notre enfance de se voir adapté sur grand écran. G.I. Joe. Non. Action Man. G.I. Joe, c'est déjà fait. Ah oui, c'est vrai. Action Man. Action Man, c'est pas déjà fait aussi ? Non. Ah non, il n'y avait pas.
Non, Il y avait une série qui était pas si mal, mais- C'est encore un jouet catalogué fille cette fois-ci. Désolé Damien. Mais on connaît tous les Polly Pocket, bien entendu. Oh, il y avait la version Power Rangers qui était géniale. Ah, bah, tiens. J'en ai un. oui, elle est chez moi, trop il faut cool. que tu me montres ça. Ouais, ce jouet inventé en 1983, mine de rien, ça rajeunit personne. J'étais pas née, perso, ça me vexe pas. Par contre, il a été commercialisé en 1989. Tu veux qu'on en parle? Non, ça va aller, je vais m'abstenir de tout commentaire. Moi, j'ai des souvenirs de Polly Pocket parce que c'est ma soeur qui avait ça. C'est pas la petite boîte où dedans c'était une poupée où vous pouvez interchanger les c'est ça. vêtements, les coupes de cheveux, Alors, les machins. alors ça, Non. non. Ça représentait en fait des tout petits personnages, souvent féminins justement, Minuscule. minuscules, qui évoluaient dans des décors variés. Ça pouvait être des châteaux, des maisons, des Ouais, Ouais, magasins. c'est ça, la petite boîte elle maison. s'ouvrait et il y Voilà, avait et les tu petits personnages. pouvais... Mais par contre, tu pouvais pas inverser les. Ah, ça arrivait tard alors. Je suis sûr qu'il y avait des Polly Pocket avec les il y a cheveux, une- les machins, oui. etc. Ouais. Il y a une version comme ça, mais bien plus tard. Ok. bien plus tard. Mais voilà. pas en 89. Là, on parle de la version où un enfant de 2 ans pouvait l'avaler hyper facilement. Exactement. Et sachez, n'empêche que certains de ces coffrets se revendent à prix d'or aujourd'hui sur Internet. Alors que la version Power Rangers, je l'ai achetée pour 5 €. Et elle ne vaut plus rien du tout aujourd'hui. Ah, sentimentalement, si. Si. Voilà, donc ils vont en faire un film et on ne connaît pas encore le nom du réalisateur parce que Lena Dunham, qui devait s'occuper du projet, s'en est récemment retirée, disant qu'elle ne se trouvait pas à la hauteur de Greta Gerwig qui, elle, a réalisé l'immense succès qu'a été Barbie. Tout ce qu'on sait, par contre, c'est qu'il sera porté par l'actrice Lily Collins, qui est fille du chanteur Phil Collins, qu'on connaît tous. Ah ouais, c'est sa fille. Oui, J'ai jamais c'est ça. capté. Si, c'est sa Ok. fille. Et elle, on la connaît principalement pour son rôle dans la série à succès Emily in Paris, même si elle a fait tout un tas d'autres choses. Ouais. Bon. Et donc voilà, aucune date pour l'instant annoncée. Est-ce que ce sera le même succès que Barbie? On n'en sait rien. On attend de voir. Mais j'ai vu que en fait, c'était une volonté de Mattel d'adapter pas mal de leurs jeux en film. J'ai vu passer aussi potentiellement un Uno film, un Mon Petit Poney en film. Ils Bah ont ouais. parlé du film. Je vois pas du tout Hot ce que tu peux Wheels faire comme aussi. film avec Uno. quoi. Hot Wheels, ce serait cool parce que ça ferait un film genre un peu à la Fast and Furious. Ouais. C'est moche. Fast and Furious avec des Hot Wheels. C'est pour la famille. Mais peut-être qu'ils vont comboter Hot Wheels avec Uno. Oh, Ouais, ou avec Mon encore Petit mieux. Poney. Mais là, ça part dans tous les sens. Mais t'imagines, Vin Diesel qui débarque avec Barbie, c'est pour la famille, puis il va rouler. Vas-y. Oh, c'est Avec génial. des poneys qui courent partout à côté. Bref. Avec Emily in Paris dessus qui va dans le rôle de Polly Pocket. Papa. Ah non, Mattel, pas si vous ma nous tenue, écoutez, please. Ouais, Peut-être qu'on part un peu on loin. a le futur Endgame entre les mains. on va rester d'ailleurs dans les trucs qui partent un peu loin, avec notamment un film qui a été annoncé, même si on ne l'attendait pas vraiment. Chicken. C'est un poulet qui va vous faire saliver. Vous aurez bien évidemment reconnu la musique emblématique du film Minecraft, qui a le... Qui existe. Cache ta joie, Damien, cache ta joie. Non, mais pour rappel quand même, Minecraft c'est quand même 1,9 sur 5 sur Allociné, 1,7 par rapport pour la presse. Les critiques étaient juste horribles, ça parlait d'arnaque financière, de vide d'intérêt, de bouillie esthétique et à s'arracher les yeux. Il y avait des séances qui étaient extrêmement perturbées par des Ouais, moi je l'avais voilà. vu passer, j'avais pas regardé le film, mais il y avait une scène où il y a un personnage qui apparaît, apparemment c'est un personnage légendaire dans le lore de Minecraft, et arrivé là en fait, il y avait des cohues dans le cinéma, les gens se levaient, ça balançait des trucs, tu fais. C'était n'importe quoi. Le film franchement. était surtout connu pour ça. Il y a eu quand même, alors rappelons-le, 957 millions de dollars qui ont été récoltés pour un budget de 150 millions pour le premier qui est sorti le 2 avril 2025. Donc du coup forcément Warner, qu'est-ce qu'il s'est dit? C'est un succès. Il y a moyen de se faire du fric. Du coup ils ont annoncé sur X via le compte officiel Minecraft Movie qu'ils préparent le terrain et qu'ils donnent rendez-vous le 23 juillet 2027 au cinéma pour du coup la sortie aux États-Unis, sûrement le 21 juillet en France puisqu'on a toujours la chance d'avoir un peu en avance. Alors pour rappel, on a quand même le réalisateur Jared Hess qui sera de retour à la réalisation. Jason Momoa, le producteur exécutif et acteur du premier film, devrait également être impliqué, même si on n'a pas vraiment de plus d'infos sur le casting complet. Par contre, ce qui va être assez drôle, c'est que ce film, s'il sort le 21 juillet 2027, il va devoir faire face à un autre film dont Sabrina nous a parlé la semaine dernière, à savoir Les Simpsons 2. Ah bah, c'est sûr que là, il n'y a pas photo. Moi, je vais voir les Simpsons. hein. Donc à voir ce que ça va donner, mais je pense à mon avis que ça va être encore un beau bordel au cinéma. En attendant, ça a pour ambition bien évidemment de reproduire le succès de ce premier film, si on peut appeler ça comme ça, tout en élargissant l'univers cinématographique du jeu culte qui, rappelons-le, c'est quand même pris 170 millions de personnes qui ont joué en même temps lors juste sur le mois de la sortie, donc le mois d'avril. Voilà. C'était... Un beau succès. Beau succès. S'il n'y a pas de Jack Black, ça n'a plus aucun Voilà. intérêt. Beau Ah, Jack Black ne revient pas?
Non, on sait pas. Bah non, mais comme tu viens de dire que Jason Momoa, oui, mais que le reste du casting, on n'en sait rien. Ah, pour moi, c'est logique qu'il revienne, Jack Black. S'il n'y a pas Jack Black, c'est dommage. Sachant que j'ai pas vu le premier, franchement, voilà. On continue avec un autre film, Laura, d'ailleurs, qui va parler d'un univers aussi qu'on connaît tous. Ouais, bah en fait, absolument pas. Ah mince. Mince, parce que, attends, tu m'as dit Harry Potter. Mais non, je n'ai pas dit Harry Potter, j'ai dit peut-être le nouveau Harry Potter, celui qui va détrôner Harry Potter, on n'en sait rien. En tout cas, c'est ce qu'espère Disney. Oui, personne évidemment n'a pu passer à côté du phénomène planétaire qu'a été Harry Potter, puisque mine de rien, ça fait déjà 28 ans qu'est sorti le premier tome des aventures du sorcier à lunettes. 28 ans. 28 ans. Ma naissance. C'est bien beau. Toujours pas. C'est bien essayé, ça vous a. Même là, on sait tous que la nouvelle série est encore en production, donc c'est dire si Harry Potter, ça n'arrête pas, ça continue encore et encore. Ah bah c'est très vendeur. Et du coup, face à ce succès ravageur, certaines plateformes envieuses tentent de dénicher la nouvelle saga, la pépite qui saura gagner le cœur des spectateurs du monde entier après Harry Potter. Et donc c'est justement le cas de Disney, qui vient de débourser une somme coquette à 7 chiffres, mine de rien, pour s'offrir les droits d'adaptation de la saga littéraire Impossible Créature, qui a été écrite par Catherine Rundle. Donc ils étaient plusieurs studios en compétition, et c'est Disney qui a réussi à décrocher le cocotier. D'accord. Voilà, donc le premier livre de cette saga qui est sorti en 2023 s'est déjà écoulé, mine de rien, 4 millions d'exemplaires. Catherine Rundle est devenue récemment d'ailleurs la première autrice britannique depuis J.K. Rowling à s'inviter au classement des livres pour enfants les plus vendus aux États-Unis et au Royaume-Uni. Donc il y a quand même un peu matière. Le premier tome suit Christopher, héritier d'une ligne de gardiens, alors qu'il découvre l'archipel, un royaume avec des créatures mythiques qui est en péril depuis que l'immortel a disparu. Avec Mal, une mystérieuse jeune fille, ils va se lancer dans une aventure pour sauver la magie appelée Glimourie. Je suis pas sûre du nom perso, mais bon... Pourquoi pas. Voilà, qui commence à faiblir. Donc le récent succès de cette saga, qui devrait compter pas moins de 6 romans, quand même, sera-t-il suffisant pour permettre de détrôner l'hégémonie de Poudlard ? C'est ce que l'avenir nous dira. On continue d'ailleurs sur les sagas avec un film qu'on a hâte de voir prochainement au ciné. Tu sais que t'étais pas obligé de mettre un son, je peux le faire, hein. Mais bon, c'est pas grave, je vais faire sans. Ah oui, parce qu'il faut savoir que Sabrina le fait ce son. Une démo. Aouh, aouh, aouh. Voilà. T'as bien fait de le mettre finalement. Ouais, c'était peut-être pas si mal finalement. Alors, plus sérieusement, vous saviez que le 7 août, le casting complet avait été dévoilé pour le deuxième volet, première partie et deuxième partie. Et il y avait une énigme, c'était Franck Pitiot qui incarne, franchement... le Perceval, enfin à la perfection, c'est vraiment le personnage, un des personnages le plus attachant. C'est quoi que tu comprends pas, c'est perfection ? Non, c'est Côtelette. Non, c'est pas. Savoureux, c'est savoureux. C'est savoureux. Et donc c'est un personnage auquel on est tous attachés parce qu'il est très drôle. Il y a aussi un côté vraiment, enfin il est attachant quoi, Perceval. Et donc, il y a eu pas mal de spéculations, tout ce mois d'août, tout ce mois de septembre, pour pourquoi il n'est pas au casting, sachant que si on suit l'histoire de base, c'est quand même lui qui est censé ramener le Graal. Et Alexandre Astier était invité sur la chaîne Twitch de Samuel Etienne le 8 octobre, et il n'a pas justement fait comme Rodrigue, il n'a pas digressé comme d'habitude ou esquivé avec des répliques à la c'est pas faux, il a donné la vraie réponse. Il n'a pas reconduit, il n'a pas signé, il ne sera pas présent, Franck Pitiot. Il y aura sans doute le personnage de Perceval, ça a entraîné une réécriture du scénario pour avoir le personnage sans Franck Pitiot. Et donc il faudra attendre le film, la sortie le 22 octobre 2025 et la suite le 11 novembre 2026 pour savoir comment le personnage est intégré sans l'acteur qu'on ne présente plus. C'est dommage parce que je trouve que ça risque de mettre une... Un petit quelque chose dans frustration. Ouais, c'est une frustration. Alors que, après, je peux comprendre. Franck Pitiot voulait prendre sa retraite, il en avait marre, je peux l'entendre. Ah, moi, c'est ça qui me faisait peur. J'allais te demander justement si c'était un problème interne ou c'est l'acteur qui n'a pas voulu. Non, l'acteur voulait prendre sa retraite, c'est tout. C'est pas vrai. Ouais, je sais pas si c'est vraiment ce qu'il dit, parce qu'Alexandre Astier a dit en gros, bah non, il veut pas revenir. Ouais, moi, c'est ce que j'avais vu passer, ouais.
Ah, Il n'a pas dit ok. forcément que c'était la retraite. hein, Parce que pour moi, j'avais lu ça quelque part, je sais plus trop, Ah mais non, c'était la retraite. mais- si tu regardes un peu partout et si tu regardes l'interview, il dit clairement juste il n'a pas voulu revenir, il n'y a pas plus d'explication que ça. Ouais. Et donc il explique comment il a dû remanier l'histoire. Après, on sait que Alexandre Astier, c'est pas qu'il s'en moque si le film est un échec, mais voilà, lui, il va au bout de son bébé, Oui. il le termine, et que ce soit une réussite au cinéma là pour les 2 prochains films ou pas, il aura été au bout de son œuvre. Ouais, pour lui, il a plus rien à prouver, quoi. C'est voilà. Et il a raison, en effet, Alexandre Astier étant un génie du cinéma, en tout cas en France, c'est clair, il a absolument rien à prouver, mais bon, on verra bien ce que ça donnera. Une dernière info ciné, Laura. Oui, tout à fait. Une dernière info ciné, allons-y. Pouvez-vous imaginer un monde dans lequel l'IA veut exécuter Star-Lord ? Ouais, il y a peut-être une histoire comme j'ai ça, vu passer Marvel. ça, c'est pas un film ou une série qui est annoncé avec lui Alors, c'est un film, pas du tout Star-Lord par contre, hein, c'était juste pour l'acteur, puisque c'est en fait plus ou moins l'intrigue du film Reconnu coupable, dans lequel Chris Pratt incarne un détective soupçonné du meurtre de sa femme. Ah, c'est ça, la bande-annonce est sortie il y a pas longtemps. Voilà, c'est ça. Ouais, Donc, j'ai vu passer du coin de l'œil. Exactement, le scénario semble assez maigre dit comme ça, mais tout le sel de ce film de science-fiction réside en fait dans le fait que ce pauvre Chris va être jugé par une IA. L'IA incarnée par Rebecca Ferguson, que vous avez vue dans Dune. Enfin, Sabrina, je sais pas parce qu'elle dormait. J'ai Mais, dormi, j'ai fermé les yeux que 30 secondes. C'est Donc celle qui fait la mère de Paul, c'est ça? C'est ça. Donc c'est elle qui incarne cette IA qui va remplacer carrément la justice. Et Chris Pratt a 90 minutes pour prouver son innocence ou faire face à l'exécution. Donc c'est ce qui est montré dans la bande-annonce. Si son taux de culpabilité ne descend pas en dessous des 92%, 90 minutes après, il est directement exécuté. Ah ouais, c'est pas mal ça. Voilà, c'est un système. C'est direct. Voilà, c'est direct, on s'embête pas. Hein, voilà. Voilà. C'est pas comme si on venait de panthéoniser l'homme qui a aboli la peine de mort en France, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et donc, il va devoir tenter de convaincre l'IA qu'il a lui-même aidé à créer d'ailleurs, avant qu'elle ne décide de son sort. Et ça, c'est censé sortir quand ? Alors, ça, c'est censé sortir le 28 janvier prochain dans nos salles. Donc, Toujours pas la bonne date en mois de janvier. Hein. Enfin, ouais, misez on sur le continue. 7. Voilà, tous au ciné en janvier, on va être bien. Ouais, bah en tout cas, on va pouvoir passer un hiver tranquille, au chaud, devant le grand écran, et ça, c'est sympa. Merci top. en tout cas pour ces news du ciné. C'est l'antre du geek sur Happiness. On est de retour jusqu'à 21h ensemble dans l'Entre du Geek, et après avoir fait toute l'actu série et ciné, il est temps maintenant de passer aux jeux de société. Ouais, ce soir, je vous parle jeux de société, je vous parle Seigneur des Anneaux. J'étais obligée de faire cette news, bien entendu. Même si c'est pas forcément une très 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 bonne nouvelle. Le 7 octobre dernier, Asmodée, qu'on ne présente plus, a annoncé officiellement devenir le gestionnaire exclusif mondial de tous les jeux de plateau et accessoires inspirés du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Donc en fait, pour la petite histoire, Asmodée et Middle-earth Enterprises, qui étaient les détenteurs des droits de Tolkien, appartenaient jusqu'à récemment au même groupe géant, Embracer Group. Mais en 2022, Embracer, pris d'une frénésie d'achat, a racheté les deux. Et l'idée était logique au final, avoir la licence et l'éditeur sous le même toit. Sauf qu'Embracer a eu les yeux un peu plus gros que le ventre, accumulant les dettes et frôlant la catastrophe financière. S'en est suivi une restructuration d'ampleur et Embracer s'est alors scindé en 3 groupes distincts, dont Asmodée et Middle-earth Enterprises. Le but est donc pour Asmodée de recoller les morceaux, on va dire, en réunissant à nouveau les deux groupes. Surtout qu'avec une dette du coup de 900 millions d'euros, ils ont tout intérêt à faire fructifier la franchise. Le hic, c'est que ça impacte forcément d'autres éditeurs, comme par exemple Nuts Publishing ou Games Workshop, créateurs de jeux et de figurines issus de l'univers de Tolkien, puisqu'Asmodée devient donc et gestionnaire de la licence, mais aussi principal concurrent des autres éditeurs, qui devront soumettre leurs nouveaux projets à leurs concurrents directs. Ouais, c'est ce que j'étais en train de dire. C'est vrai que Games Workshop, en fait, alors ils ont Warhammer, mais ils ont aussi une version Warhammer Seigneur des Anneaux. Donc du coup maintenant ils doivent forcément demander à Asmodée. C'est ça en fait le problème, c'est-à-dire que y a plein, et j'en ai cité que 2, mais il y en a d'autres, des studios, des maisons d'édition qui ont des jeux Je Seigneur des Anneaux. pensais justement à Seven Wonders, Duel pour la Terre du Milieu, parce que
production Repos. Ouais, qui c'est Repos. détiennent. En France, c'est Repos. Après, je sais plus si c'est Ares Édition ou si c'est Nuts Publishing, justement, qui l'a. Mais voilà, il y a plein de maisons d'édition qui possèdent des jeux Seigneur des Anneaux qui ne sont pas Asmodée. Et donc, ils vont devoir rendre des comptes à Asmodée à chaque fois qu'ils vont vouloir sortir soit des nouveaux jeux, soit même des extensions des jeux qu'ils possèdent déjà. Mais ça, c'est bien parce qu'on va pouvoir poser la question directement aux auteurs de Duel pour la Terre du Milieu à SN la semaine prochaine, puisque avec l'Entre du Geek, on vous prépare une semaine de folie. Donc restez sur les réseaux et tout, puisqu'il y aura plein de choses. Sabrina, tu veux rajouter ? En fait, Baptiste vient de dire que Repos c'est Asmodée, donc ça pose pas de problème pour le jeu. Ah, pour celui-là, ça ne pose pas de problème. Donc du coup, voilà, comme je disais, on vous prévoit la semaine prochaine une semaine d'infos en direct du Spiel d'Essen pour tout ce qui est info, jeux de société, tout ça. On essaiera d'avoir également à nouveau Bruno Catala avec un peu de chance, Antoine Boza, Vincent Dutré. L'année dernière, on avait réussi à les avoir. Peut-être que cette année, s'ils nous écoutent, préparez votre agenda, j'arrive. Et voilà, on leur posera directement la question. Ils n'attendent que toi. Oui. Mais tout ça pour dire que venez sur les réseaux d'Happiness Radio Oise et Happiness Radio Amiens et sur l'Entre du Geek. Donc la question qui se pose, est-ce qu'Asmodée va finir par devenir le Mordor ? Ou bien est-ce que ce rachat va permettre une meilleure qualité des produits proposés ? Continuons de croire qu'il y a du bon en ce monde, Monsieur Frodon, comme dirait Sam. C'est tout ce qu'on espère. Ouais, je sais pas trop quoi en penser, mais j'avoue que ça me fait un peu peur parce que du coup, si Asmodée a décidé de mettre la main mise sur tout ça, ils ont déjà beaucoup de grosses licences. Ouais, je pense, parce que je sais que c'est distribué par Asmodée, c'est tout ce qui est une bonne partie de la licence des jeux de FFG, mais il y a le jeu, tu sais, nous on joue beaucoup à Marvel Champion, et en fait dans le même principe, tu as le jeu Seigneur des Anneaux qui rentre un gros succès, parce qu'ils sont déjà sur une sorte de deuxième réédition, un peu mieux réalisé. Ouais, et du coup je sais que ça a quand même un certain succès ça pour les joueurs. Bon, on verra bien ce qui se passe. D'ailleurs, on va rester dans le succès avec notamment le crossover qui a beaucoup fait parler de lui. Des ninjas, wouh. Nostalgie. Et bah du coup en parlant de nostalgie, moi ça m'a fait revivre un petit moment très important cette semaine, c'est que du coup lors de la New York Comic Con qui a eu lieu le week-end dernier, jeudi dernier précisément, Magic the Gathering, qui on ne présente plus, le gros jeu de cartes TCG depuis des années, a annoncé son nouveau crossover qui était jusque-là pas annoncé officiellement le titre, on savait juste que c'était un partenariat avec Nickelodeon, sachant que dans quelques semaines sort officiellement un autre partenariat avec Nickelodeon avec eux, c'est Avatar qu'on retrouvera du coup dans nos boutiques, alors qu'on sort qu'il y a quelques semaines, et je suis plongé dedans, et toi aussi Damien, un crossover avec Spider-Man. Ouais, ça c'est mon banquier qui est pas content. Et le mien non plus. Mais bon, bref. Du coup a été annoncé du coup officiellement le crossover qui sortira en mars 2026, ce sera un crossover avec la licence Tortue Ninja qui fera partie des 7 extensions annoncées pour 2026 avec Magic. Et il y aura pas moins de 4 crossovers annoncés, donc il y aura Marvel Super Heroes, le Hobbit, Star Trek, et du coup le 4ème, du coup ce sera les Tortues Ninja. Dans ce set on pourra retrouver du coup beaucoup de cartes tirées de la licence Tortues Ninja, tant en comics que dans les films et les séries, puisque du coup on a pu découvrir qu'il y aura du coup ce qu'on appelle les displays, donc c'est les boîtes classiques avec des petits boosters, on va ouvrir, on aura plein de jolies cartes, et du coup si vous voulez... Coucou Damien, je m'adresse à toi. Des cartes qui brillent un peu plus avec des artworks très intéressants, des couvertures de comics comme ils ont pu faire avec récemment Spider-Man. Et ben vous pourrez trouver ça dans les boosters collecteurs qui seront un petit peu plus chers, mais du coup ça s'adresse plus à un public de collectionneurs. Ou de pigeons. Oui. Du Damien tout craché ça. Mais du coup, pour les joueurs comme moi, par contre, ils ont annoncé des produits un peu plus intéressants. On va avoir du coup ce qu'on appelle les decks commanders. Donc, c'est un deck qui est déjà tout fait pour affronter vos joueurs lors de tournois, ou même pour moi plus précisément, c'est pour jouer avec les copains à la maison. Ça, on a prévu. C'est plus le format un peu plus, ce qu'on appelle un peu plus casuel. Donc, on ouvre, on joue. On a des cartes jolies, on fait oh, regarde, là il y a Leonardo, il y a Raphaël, il y a Splinter. Et bah du coup en parlant de ces personnages-là, ils seront tous les 5 réunis, du coup les 4 tortues plus Splinter dans ce deck commander. Comme ça, plutôt qu'éviter d'avoir le choix de dire lequel je prends, et bah tiens regarde, un seul coffret et t'as les 5 dedans. Donc ça déjà, le portefeuille vous remercie. Mais par contre, il y aura du coup une extension un peu plus chère du coup qui va sortir. Donc ce sera le gros pack collector avec les cartes, les dés, les pochettes, les machins, etc. Avec du coup la spécificité de Magic, c'est de jouer ce qu'on appelle des terrains. Ces terrains qu'on va du coup
payer pour générer et payer nos cartes, ils auront du coup la particularité d'avoir des formes de parts de pizza. Donc déjà, esthétiquement, Ça, c'est je trouve ça magnifique. très très drôle. C'est génial. Et l'autre produit qui m'a interpellé, du coup, c'est une sorte de mode coopératif qui va s'appeler le Turtle Team Up, excusez-moi. Donc, possibilité de jouer de 3 à 4 joueurs, où du coup, il y aura des decks qui sont préfaits, du coup, un pour chaque couleur de tortue. Donc déjà, ça, thématiquement, je trouve ça très très cool. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ? Et bah du coup, on va affronter un seul deck de méchants qui est commun pour toute la table. Donc j'ai hâte de voir, on n'a pas plus d'informations pour l'instant. Mais moi, pour le coup, ça me hype très très bien. Parce que du coup, moi, en étant très très fan de la licence Tortue Ninja, en étant très fan de TCG, puis débutant actuellement dans Magic, bah, comme c'est un univers qui est assez riche, assez complexe, il y a tout le temps des extensions qui sortent, bah là, d'avoir une extension qui va faire un peu plaisir aux fans de Tortue Ninja, moi ça va me donner très envie de suivre ça pour le mois de mars. On va être honnête que ça, ces extensions Magic qu'il y avait avec Spider-Man, avec Tortue Ninja, etc., ça sort pas des cartes qui sont hyper compétitives. Alors oui et non. Alors j'ai pas beaucoup d'infos parce que je débute vraiment dans Magic pour le coup. J'ai juste commencé avec l'extension avec Spider-Man. J'ai beaucoup de cartes de l'extension Spider-Man. Quand je les ai montrées, on m'a dit ah mais en fait ça existe déjà. On m'a montré en fait ouais c'est des rééditions avec juste les skins des Spider-Man. Et là, pour le coup, je pense à une carte en particulier où dessus, on va voir Splinter. Elle dit juste, pour 1, vous allez créer 3 ressources noires. Ouais, sauf que c'est une carte qui existe déjà dans l'univers de Magic. Et du coup, bah là, elle va juste s'appeler le même nom. Sauf que sur la carte, vous allez voir Splinter qui va jouer avec un truc. Je trouve que l'idée est intéressante parce que c'est vrai que quand on se retrouve avec des univers comme ça, je pense à Fortnite qui mélange tout et n'importe quoi, ça n'a plus aucun sens. La Magic, j'avais peur parce que ça fait un moment qu'ils font des crossovers. Alors oui, justement, j'allais venir, c'est que du coup, c'est pas la première fois qu'ils font des crossovers, et ça commence à grasser un peu des dents, comme j'ai dit un peu plus tôt, c'est que du coup, sur les 7 extensions de Magic annoncées cette année, il y en a 4, ça va être que des crossovers. Donc il y a des joueurs qui font, bah, c'est bon, on peut retrouver notre jeu comme on l'aime, avec des dragons, des sorciers, des machins. Non, tous les 2 mois, ils vont se taper avec les Avengers qui vont arriver, les Tortues, ouais, mais Star Trek, machin. C'est de la réédition. C'est de la réédition. Mais en fait, c'est pour attirer un nouveau public. Moi, à titre perso, je trouve que Magic n'avait pas besoin spécialement d'attirer un nouveau public. Mais, comme c'est un jeu qui commence à se faire un peu vieux, c'est très cantonné à une sorte de groupe restreint qu'on voit dans beaucoup de locaux, etc. Et en plus, il y a des cartes qui commencent à dater un petit peu. Et là, de les retrouver avec des skins alternatifs à faire genre « Hey, t'as aimé les Tortues Ninja quand t'étais petit ? Eh, regarde ce qu'on fait avec !» Et en plus, t'aimes bien Magic ? Bah vas-y, teste un peu, etc. Moi, franchement, ça m'a marché dessus avec Spider-Man. J'ai un ami, on jouait à la maison avec ses decks qu'il avait, etc. J'aime bien la mécanique, c'est pas non plus très compliqué à prendre de prise en main, mais c'est un univers qui est tellement riche que bah, du coup, des fois, pour construire des paquets, pour juste jouer à la maison, il faut avoir pioché dans 50 extensions. Je me dis, un peu la flemme. Et là, arrivé là, on me dit, bah regarde, là, t'as eu l'extension Spider-Man, elle se suffit à elle-même juste pour jouer à la maison. Là, on va m'apporter les Tortues Ninja. Moi, je dis pas non. Et puis, bah, je te cache pas que quand il y aura des informations, j'en reparlerai un peu plus tard, on va voir des visuels avec les Avengers, quoi. Mais c'est ça, c'est qu'en fait là, on a vraiment du truc pour casu. En fait, ces extensions-là sont pas faites. Oui, compétitivement, ça n'apporte rien. Pour les gros tournois, ça n'apporte rien. Il faudra plus regarder les extensions. Je sais pas les noms parce que j'ai pas regardé plus que ça. Les extensions dites classiques qui elles vont bousculer un peu ce qu'on appelle le format. Ouais. Et la rotation des cartes qui sont autorisées ou pas en tournoi. Mais ces extensions-là, en fait, elles font juste plaisir aux fans de licence. Et en plus, elles peuvent être facilement abordables parce que du coup, on va avoir plusieurs types de produits. Du petit booster à 5-6 euros pas cher, jusqu'à le gros pack collector pour avoir toutes les cartes qui brillent. Encore une fois, c'est toi que je regarde, Damien. Bah, en vrai, ça marche vachement bien ces côtés crossover pour tous les pigeonneaux parce que moi, le Seigneur des Anneaux, je vais sauter dessus alors que Magic, j'y arrive pas. Mais j'ai un petit billet de côté, il y a le Hobbit qui arrive cet été. Ouais. Alors d'ailleurs, comment est-ce qu'ils vont faire avec Asmodée ces gens-là ? Ah, c'est la bonne question. Ça, j'ai pas d'infos pour l'instant. Du coup, tu voulais terminer ta news ? Ouais, je voulais finir par un petit seul mot. Kawabunga. Voilà. Rodrigue m'avait demandé, je devais de me le faire. Merci en tout cas pour cette info sur Magic et Tortue Ninja, et je suis sûr qu'elle va faire couler beaucoup d'encre. C'est l'antre du geek sur Happiness. On est toujours ensemble jusqu'à 21h dans l'entre du geek. Il est temps maintenant de passer à la partie jeux vidéo avec notamment le jeu qui a beaucoup fait parler de lui, en tout cas dans la communauté League of Legends. Je parle bien sûr de 2XKO de Riot Games.
2XKO, le nouveau jeu de Riot Games qui vient de sortir en fait en version bêta, je crois. En tout cas, moi je l'ai testé. Il s'agit d'un jeu de combat en 2v2. Voilà, donc on sort totalement du côté, comment on appelle ça, je sais plus le nom de League of Legends comme ça, des MOBA, voilà. On sort totalement du côté MOBA où on avait beaucoup de stratégie. Là, c'est vraiment plus du combat par réflexe. Alors, on retrouve bien évidemment tous les personnages, une bonne partie des personnages de League of Legends. On a là actuellement, on a Ahri, Darius, Echo, Yasuo, Illaoi, Blitzcrank et Warwick. On a Teemo également qui vient de popper et Sabrina elle a déjà peur rien qu'en entendant le mot de Teemo. Évidemment. Alors bien évidemment, chaque personnage a son style de jeu, chaque personnage a ses coups à lui, mais ça reste quand même quelque chose qui se prend en main très très facilement puisque on a ici une manière de jouer qui va être, encore une fois, c'est du réflexe. On va avoir des combinaisons de touches qui vont se faire avec... On est loin du Street Fighter. Voilà, pour ceux qui connaissent, on est loin du Street Fighter où on a des quarts de cercle, des Z, des demi-cercles, etc. Là, ça va être vraiment un L2 plus carré, un L2 plus rond. Voilà, ça va être ce genre de choses. Donc ça permet de prendre en main assez facilement pour les joueurs qui ne sont pas forcément des pros du jeu de combat, mais qui veulent quand même jouer parce qu'ils aiment beaucoup League of Legends et l'univers de League of Legends. C'est un jeu qu'on attendait beaucoup. Donc là, comme je disais, il est en Early Access depuis le 7 octobre sur PC. On a les versions PS5 et Xbox qui vont pas tarder à arriver. Et il y aura normalement un cross-platform qui va être mis en place. Je vais te demander, parce que du coup, la plupart des joueurs de League of Legends jouent sur PC. Donc du coup, si quelqu'un veut continuer de jouer sur PC, il pourra, mais affronter des gens sur console. Exactement, d'autant plus que là, le jeu est clairement orienté vers le PVP, vers le joueur contre joueur. Clairement. Ça va annoncer encore des gros tournois et tout. Puis si c'est derrière la licence League of Legends, je pense que le jeu a un bel avenir. C'est l'objectif. Clairement, ils ne sont pas trompés. Ils ont clairement dit, nous, ce qu'on veut faire, c'est de l'e-sport, c'est faire des tournois, c'est faire tout ça. Et voilà, concrètement, c'est ce qui va se passer. On va avoir de plus en plus de mise en avant de ce jeu. Est-ce que ça atteindra un jour des gros tournois à la Street Fighter ou à Super Smash Bros ? À voir, j'y crois pas trop parce que voilà, ça reste quand même. Après, là, t'as cité surtout beaucoup de jeux de console de salon, donc en fait, ouais. Après, ça joue comme une console de salon, clairement, ça joue à la manette. Là, on est sur. Même sur PC. Du coup, t'as pas de touche, t'as rien, il faut absolument. Enfin, j'imagine que tu peux jouer au clavier. Perso, j'ai même pas essayé parce qu'un jeu de combat au clavier, il en est hors de question. Mais voilà, ça se prend directement à la manette, clairement. T'as pas le choix. De toute façon, tu n'as pas la réactivité nécessaire au clavier pour pouvoir jouer à un jeu de combat. C'est impossible. Déjà que t'es nul avec une manette. Oh là là, comment ça taille direct. Mais moi, voilà. Je me souviens de certaines soirées de Smash Bros. Ouais, je vous ai tous battus. C'est faux. Alors du coup. Si, il vous a battu, j'ai vu, j'étais là. Je suis désolé, Rodrigue. Donc là, clairement, en plus, ce qui se met en place, c'est vraiment le système du 2 contre 2. Là, on n'a pas le système du un personnage contre un joueur, enfin contre un autre personnage. Là, c'est vraiment du 2v2. L'idée, c'est vraiment de créer une synergie entre ces deux personnages. Il y a possibilité de faire plein de combinaisons, bien évidemment, mais voilà, on va demander aux joueurs de vraiment réfléchir à leur style de jeu en fonction de ces personnages. Moi, je sais que personnellement, je joue beaucoup Echo et Darius, avec un personnage qui va être très très rapide, et ensuite un personnage qui va être très très bourrin ou plus lent, mais par contre, tu te prends un coup, tu perds la moitié de ta vie. Voilà. Moi, j'allais te demander justement, tu disais qu'il y avait Teemo là, qui venait d'être annoncé. Du coup, ça annonce d'autres personnages qui vont arriver au fur et à clairement, mesure. Oui, il va y avoir d'autres personnages. Là, il y a Teemo qui est sorti. Je n'ai pas plus d'infos sur les prochains personnages. Peut-être que Riot Games a fait des annonces, mais j'avoue que ce jeu, je suis un peu tombé dessus par hasard. Mais oui. Clairement, on va avoir d'autres personnages. En même temps, il y a une flopée, je crois qu'il y a peut-être une cinquantaine, soixantaine de champions sur League of Legends. Il y a de quoi faire, franchement. Mais c'est marrant, League of Legends, ils sont en train d'avoir un second souffle en ce moment, parce que du coup, là, tu viens d'annoncer un jeu avec ça. Là, est arrivé récemment, il y a un nouveau jeu de cartes qui est arrivé, qui est dans le même univers que Arcane et compagnie, Riftbound, je crois le nom. Et ouais, ça c'est pareil, ça va attirer encore un autre public et tout. C'est aussi l'effet de la série qui a bien Arcane, marché. Ouais. Clairement, oui. Puis les spin-offs annoncés, je pense que ça redonne
donne une visibilité en fait. Non, Alors- puis surtout, c'est que là, ton jeu, il va permettre un second souffle et attirer des nouveaux joueurs. Parce que arriver de nos jours, peut-être, je pense, sur League of Legends, avec des mecs qui connaissent le jeu et qui le C'est poncent depuis compliqué. des années, c'est un C'est coup de faire compliqué. dégoûter du jeu, quoi. Ah bah complètement, là on peut clairement limite se faire envoyer bouler en 2 secondes parce que League of Legends, le problème c'est que ben voilà, ça a maintenant plus de 10 ans. Moi j'y ai joué, j'avais 20 ans, donc Donc Oui, ça Damien, a t'as forcément pas plus dit, de 10 ans. voilà, ça a forcément plus de 10 ans malheureusement. mais... T'es pas plus. Mais voilà, c'est ça, c'est League of Legends, c'est ultra bourrin, ultra compétitif. La communauté, c'est la plus toxique du monde, ça, il n'y a pas à dire, mais malheureusement, League of Legends souffre de ça. Là, ça avait été amoindri, ce côté toxique, notamment avec le TFT Teamfight, je sais plus c'est quoi le deuxième T, mais Je sais pas du tout. c'est le principe qu'ils avaient mis où en fait on jouait en 1 contre 1, mais cette fois on plaçait nos personnages et ils se battaient tout seuls et ainsi de suite. C'était plutôt pas mal ce système-là. Là, avec un système de jeu de combat. D'ailleurs, j'ai testé perso le jeu bien évidemment, mais j'ai pu m'apercevoir qu'on pouvait jouer à 2 sur une seule partie. C'est-à-dire Oh, que ça, c'est intéressant. chaque personne contrôle un personnage. Attention, parce qu'à mon avis, on a intérêt d'être bon copain avec l'autre, parce que vu que en fait, on va switcher de personnage en Bah, je cours pense de que jeu. ça, pour le format compétitif, ça va être cool. Parce que je pense à League of Legends, il y a beaucoup de joueurs qui s'inscrivent par team et qui sont tous sur la même rangée de PC Ah et bah tout le oui, monde joue. complètement. Je Bah, pense on que est ça obligé. va pouvoir du coup se perpétuer. Ben, je sais pas si dans le mode combat, on va pouvoir avoir ça, parce que Bah, on te compte deux. dans League of Legends, en effet, c'était logique qu'il y ait ces teams qui étaient mises en place, parce qu'ils avaient chacun un rôle bien défini. Tu avais le support, tu avais le tank, tu avais ce qu'on appelle le AD carry, celui qui va faire des dégâts physiques. On a le AP carry, celui qui va faire des dégâts magiques, etc. Ben, là, je parle un langage que peu de nos auditeurs malheureusement connaissent, mais ils avaient tous un rôle bien particulier, on se cantonnait à ce rôle-là. Je sais que moi, par exemple, j'étais un jungler, je jouais jungler et je jouais rien d'autre. Parce que si je faisais autre chose, j'étais pas bon. Et ça a changé totalement. Là, c'est un jeu de combat. Le jeu de combat, en fait, tu vas pas avoir un rôle bien précis dans la partie, puisque déjà, t'as que 2 personnages. Mais surtout, c'est que c'est un jeu de réflexe. Là où dans League of Legends, en fait, quand t'étais... c'est vraiment un jeu d'équipe, puisque tu vas pouvoir venir aider tes coéquipiers sur leur ligne pour... potentiellement influencer le cours de la partie. Là, dans un jeu de combat, t'es tout seul en fait, puisque il y a que des points d'une certaine Oui, manière. c'est vrai. Donc forcément, je pense que tu n'auras pas ce côté-là de teamfight qui va être fait. Après, voilà, pourquoi pas, j'ai envie de dire, on verra ce que ça donnera. Ça se veut accessible en attendant, c'est gratuit. C'est un jeu totalement gratuit. Bien évidemment, avec des micro-paiements pour acheter des pour skins. des skins, des machins. Après, j'ai on envie de connaît, dire, on connaît. pourquoi pas? Parce que ça reste que du cosmétique. On n'est pas obligé de débourser de l'argent pour être bon. On peut très bien jouer. Ouais, c'est ça, ils en vont pas étant gratuit. sortir genre mettez 30 € pour avoir un personnage, quoi. Non, je pense que tu peux. Enfin, tu vas avoir le même système. Il y a déjà le même système que dans League of Legends où tu peux payer pour avoir le personnage plus rapidement. Mais sinon, tu vas le débloquer en faisant des matchs. Plus tu vas faire de matchs, plus tu vas choper de points. Et ces points, tu peux les échanger contre des personnages. Ou alors, tu payes, tu as tout de suite le personnage direct. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Pourquoi pas, ça change Ouais, rien. ça se fait de plus en plus. Ça se fait de plus en plus. Et puis, ça reste, gentil. C'est pas... On passe pas pour une machine d'Afrique, là. Clairement, c'est pas comme ça que je le ressens. En tout cas. On continue toujours ces infos jeux vidéo avec Sabrina qui nous annonce la suite d'une franchise très connue. Alors en fait, il y avait plein de news qu'on spawn sur ce jeu. Je parle d'Assassin's Creed. On va avoir la première DLC majeure du jeu Assassin's Creed Shadow qui est sortie il y a un mois. On est dans cette DLC, il y a un préquel sous forme de manga pour nous inviter à découvrir justement un peu plus la culture japonaise. Et puis on a appris aussi que le jeu sur Switch 2 en France va sortir là en décembre 2025. Donc il y a cette annonce-là. En même temps, il y a un autre jeu qui était dans les tuyaux, c'est un Assassin's Creed Sécession. Alors, selon certaines sources, selon le rapport de GameKing, il y avait ce jeu qui était dans les tuyaux. On devait suivre un homme noir anciennement réduit en esclavage qui avait fui le sud des États-Unis pour reconstruire sa vie vers l'ouest. On était dans la période de la guerre de sécession qui a lieu aux États-Unis dans les années 1860-1870. Et on est dans la période d'après la guerre, dans la période qu'on appelle la reconstruction, la période après l'esclavage où justement les anciens esclaves essayent d'avoir une vie normale en dehors de ce contrôle via un maître. Et donc le personnage joué était récupéré par la confrérie des assassins, renvoyé dans le sud pour combattre les injustices et le Ku Klux Klan.
Ça, c'était le scénar. Sauf que le jeu a été annulé par la direction française, parce qu'après, justement, toutes les polémiques autour de Assassin's Creed Shadow, ils voulaient un peu calmer le jeu pour pas retourner dans ces critiques, surtout qu'on est dans un contexte actuel aux États-Unis un peu touchy sur certaines questions, certaines problématiques. Pas qu'un peu, oui. Donc, ils voulaient éviter des sujets qui pouvaient être jugés sensibles dans ce pays. Merci l'Amérique de Donald Trump. Et en même temps, on a appris que le vice-président exécutif producteur Ubisoft, Marc-Alexis Côté, aurait claqué la porte des studios. On lui aurait proposé un poste de direction à Vintage Studio qui appartient à Ubisoft. Il aurait refusé, il aurait claqué la porte sans... On n'a pas plus d'informations. Donc j'ai l'impression qu'il y a un vent un peu... houleux dans la sphère Ubisoft. De toute façon, ça fait un moment en effet que ce vent est très très houleux chez Ubisoft pour nos amis bretons d'Ubisoft. C'est dommage quand même en Bretagne. Il y a toujours du vent en Bretagne. Voilà. Merci en tout cas pour ces news du monde vidéoludique. C'est l'antre du geek sur Happiness. On est toujours ensemble jusqu'à 21h et il est temps maintenant de passer à la partie comics de cette émission et notamment avec une annonce qui a été faite, en tout cas pour les pigeons qui comme moi collectionnent encore les comics, puisque comme chaque année on le sait, Urban, l'éditeur français de tout ce qui est DC, a décidé de sortir ses Urban Limited. Donc cela fait maintenant je pense 5-6 ans que tous les ans ils lancent ça. C'est en fait tout simplement l'objectif, c'est qu'ils sortent 3 bouquins par an, fin d'année, donc là ça c'est prévu pour le 5 décembre, 3 bouquins dans un format de luxe. Ce sont des histoires qui ont déjà été éditées, rééditées, rééditées, donc là c'est vraiment uniquement pour les collectionneurs. Là cette année, prévu pour le 5 décembre, donc on va avoir New Frontier, on va avoir The Dark Knight Returns et Kingdom Come, à savoir des gros événements de chez DC. Pour New Frontier et Dark Knight Returns, ça vaudra quand même 99€, c'est pas rien. 89 pour Kingdom Come. L'année dernière, on avait eu Batman Silence, Joker Mad Love et Watchmen, donc là encore une fois aussi du classique. Ce sont des tirages limités à 1800 exemplaires, donc c'est vraiment uniquement destiné aux collectionneurs purs et durs. Voilà, moi je sais que perso je risque de me prendre peut-être le Kingdom Come parce que j'aime beaucoup, mais j'ai déjà le Kingdom Come, le problème. Oui, il t'a été offert par une personne merveilleuse. En effet, que j'apprécie énormément et que je fais coucou. Mais voilà, après, encore une fois, c'est le genre de bouquin qu'on va acheter pour la collection. Limite, on va pas les ouvrir, on va les laisser là dans la bibliothèque et voilà. Je trouve ça triste. Enfin, je comprends là, le côté collection, que tu as envie d'acheter ça parce que c'est un bel objet, mais de me dire que tu vas l'acheter pour le mettre dans une bibliothèque sans jamais l'ouvrir. Alors après, moi je les ouvre. Et puis non, et puis pour le coup, comme tu sais, moi je travaillais avant en librairie et pour avoir vu, je n'ai jamais vu en fait ces formats-là dans les mains. Et en fait, quand j'ai vu l'année dernière, c'était le White. White Knight, White c'était Knight. ça, ouais. Non, c'était l'année dernière. Dark Knight Returns, non, ça c'est cette année. L'année dernière, c'était Batman Silent, Joker, ouais, c'est ça, Mad Love. Excuse-moi. Mais il était en noir et blanc, en fait, c'est pour ça le machin. Je les ai ouverts, tu fais waouh, en fait, ils sont magnifiques et tout. Je trouve c'est en plus. Si vous appréciez vraiment les pattes de vos dessinateurs préférés, et ben en fait quand vous ouvrez, vous voyez les dessins en grand, etc. Je trouvais que c'était vachement intéressant. Moi. Ah bah c'est clairement fait pour ça. C'est fait pour des hardcore qui aiment le dessin, qui ont envie d'avoir le truc en grand, et voilà, c'est exactement ça. Mais... C'est l'équivalent en fait j'allais dire c'est l'équivalent des Absolutes. Ouais, c'est j'allais dire, c'est plus le côté Absolute chez Marvel. Ouais, mais chez Marvel, l'Absolute, ça va réunir plusieurs. Ouais, c'est ça. Moi, je suis pas un très grand fan du format Absolute parce que du coup, ça reprend tout l'arc du manga, enfin du comics. Mais en fait, du coup, dedans, il y a tout ce qu'on appelle les tie-in, donc c'est les petits chapitres en plus qui des fois ne racontent pas grand-chose. Et en fait, se manger ça pour 80€, déjà que des fois dans certains omnibus, on se mange des chapitres en plus qui racontent pas grand-chose. On fait, je vais mettre déjà 70€ dans l'omnibus. Je pense l'année dernière, moi, j'avais hâte de récupérer. Je vais en parler après. C'était l'omnibus de House of M. J'avais été très déçu pour le prix de me dire que je me tape plus de la moitié du bouquin, c'est que des petits chapitres en plus qui racontaient rien, quoi. Alors que là, le Urban Limited, c'est vraiment... juste un seul récit complet, mais juste en version prestige, quoi. Voilà, mais encore une fois, ça reste du prestige. 1800 exemplaires, voilà. Généralement, il y en a certains qui partent très très vite. Ça part très très vite et ça tombe très très vite en rupture. Ouais, moi, je me rappelle du 3 Joker qui est parti. Ah oui, puis c'est un très excellent récit. Qui était excellent et il est parti à une vitesse folle.
Après, c'est normal, on est sur un personnage qui est très apprécié. Bah là, tu vois. le problème restant chez DC, que de toute façon, tu as à peu près un comic sur 2 qui est du Batman. Donc voilà, là ça se voit encore avec Batman, The Dark Knight Returns et même Joker Mad Love, ça reste dans l'univers Batman, clairement. Donc voilà, on est. Non, et puis en plus, avec les dates que tu as données, ça peut être des très beaux cadeaux pour la fin d'année. C'est clairement vous avez ça. un lecteur de comics, vous savez pas trop quoi lui prendre. Il est fan de Batman, foncez quoi. Ou même un petit Kingdom Come, franchement. Ah oui, Kingdom Come, avec le retour de Superman au grand écran. New Frontier, je l'ai pas lu. Je vois pas du tout ce que c'est, mais pour le coup. Mais Kingdom Come, franchement, je vous le conseille, il est vraiment très très bien et c'est un récit qui suffit à lui-même. Et c'est ça qui est bien chez Urban, c'est qu'ils sortent parfois des récits qui suffisent à eux-mêmes. On a un tome, on le lit, on est content et tout va bien. Voilà. Vous êtes en train de faire des appels au Papa Noël, là, j'ai l'impression, non ? Oui, exactement. Alors, pour lui, oui, pour le coup, je pense. D'ailleurs, Rodrigue, en parlant de Papa Noël et de réédition, tout ça, oui ? Ah, pardon, excuse-moi, tu voulais que je lance peut-être un truc ? Non, mais c'est pas grave, on a loupé l'appel de jingle, mais c'est pas grave. En effet, est sorti la semaine dernière 2 belles rééditions ce mercredi 8 octobre avec, j'en parlais juste avant, l'excellent House of M qui avait été écrit par Michael Bendis, initialement sorti en 2005 et ensuite réédité en format deluxe pour une 30aine d'euros, suivi en effet l'année dernière, ou il y a 2 ans, un omnibus assez chargé pour environ 70-75 euros en fonction de là où vous le trouvez. J'avais pas compris à quel moment tu voulais que je lance le jingle. C'est pas grave. Du coup, ça va permettre de faire une transition pour ceux qui ont reconnu. C'était le thème musical de la série WandaVision. Et du coup, en fait, ce comics avait inspiré une partie de la série, ainsi qu'également des inspirations pour le film Doctor Strange 2 qui avait suivi. Donc ce récit du coup est également maintenant proposé à moins de 10 €, donc dans la forme de collection poche que j'avais déjà présentée il y a quelques semaines pour les 4 Fantastiques. Et du coup là on a du coup un récit, donc là pour le coup c'est pas un one shot, c'est ce qu'on appelle un event, un crossover. Donc du coup dans celui-ci en fait on va avoir Wanda qui va réécrire la réalité jusqu'à la disparition des mutants suite à la mort de ses enfants et de Vision pour le coup. Donc en effet je m'explique, les mutants ont disparu à la fin de son récit, c'est ce qui avait marqué à l'époque la sortie de ce comics qui est assez apprécié par les fans. Parce qu'en fait, dans celui-ci, on a la sorcière rouge qui, du coup, perd le contrôle de ses pouvoirs et est en train de détériorer la réalité au fur et à mesure. Et du coup, il y a une solution qui est prise par un personnage, je n'ai pas spoilé lequel, qui va lui proposer, du coup, réécrire la réalité pour correspondre aux envies et aux besoins de tout le monde. Et du coup, on atterrit dans une sorte de réalité alternative. Et du coup, l'un des personnages qu'on va suivre, c'est Wolverine qui se réveille dans un monde où, en fait, les mutants sont à la tête du monde, ils sont respectés, aimés de tous, alors que dans la continuité des comics actuels, ce n'était pas le cas. Et du coup, en fait, lui se réveille et en fait, il se souvient de sa vie d'avant. Il se dit, où est-ce que j'ai atterri, qu'est-ce qui se passe, etc. Il va mener sa petite enquête jusqu'à réveiller ses compagnons et leur dire, écoutez, il y a un problème et qu'on n'est pas dans le bon monde. Et on va suivre du coup leur péripétie avec une petite conclusion qui va être le fameux No More Mutant. Du coup, suite à ce crossover, il y aura plus de mutants qui vont apparaître dans le monde. Donc, si vous voulez savoir pourquoi, je vous invite à lire ce récit. Et ça, c'est cool, franchement, parce qu'encore une fois, Panini a l'idée d'avoir sorti ça, les nomades, c'est une bonne idée. Ouais, ils appellent ça les formats poche. Pardon, les nomades, c'est chez Urban. Ouais, parce que du coup, c'est des formats poche. Soit c'est des petites séries courtes qui vont durer 2 ou 3 tomes, soit c'est un seul tome et le coût toujours pour une dizaine d'euros. Et moi, je trouve ça cool parce que du coup, ça va permettre de vous parler du deuxième récit qui a été édité la semaine dernière. Est également sorti en format poche l'excellent Spider-Man Noir, initialement sorti en février 2009, donc ça date un petit peu. Durant la collection Noir, ce sont des récits qui sont plus matures, plus sombres, et dans celui-ci, on est plongé dans les années 30, où on découvre la réécriture du mythe d'un personnage très très peu connu de l'univers Marvel, un dénommé Spider-Man. C'est vrai qu'il est tellement très peu connu. C'est un peu l'équivalent de Batman chez Marvel, quoi. C'est ça, c'est le héros le plus connu, et du coup, là, on va découvrir une nouvelle interprétation de Peter Parker, donc pour le coup, qui est du coup l'assistant de Ben Urich, donc un journaliste connu dans l'univers Marvel, qui enquête sur des corruptions, parce que du coup c'est à l'époque où il y a la crise économique, il y a les nazis qui débarquent aux États-Unis, etc., etc. Et du coup, en fait, suite à un petit problème, en fait, Peter va tomber sur un totem mythique qui va du coup lui donner des pouvoirs ancestrales d'une araignée, 6ème science, agilité, super fort. Je vais pas vous refaire l'histoire ni les pouvoirs de Spider-Man, mais en fait là, ce qui va changer, c'est qu'en fait on est sur
un univers plus sombre, où on va découvrir déjà un costume qui est assez cool. Il va décider de porter une sorte de costume noir avec une cagoule, un chapeau. Il va être muni de 2 pistolets, donc il va pas hésiter à tirer sur les méchants, contrairement à Spider-Man qui se bride lui-même de se dire je ne tue pas les ennemis. Là, s'il doit tirer, il va tirer. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'au-delà d'un personnage qui a été doublé par Nicolas Cage durant le film d'animation. Ah oui, c'est vrai. C'est lui qui a fait sa voix en VO dans les films d'animation Spider-Verse. Et il y a sa série qui doit sortir en 2026, et du coup ce sera Nicolas Cage qui va reprendre le rôle. Donc si cela vous permet de découvrir et de mieux approcher les origines de ce Spider-Man noir, je vous invite à lire ce récit qui est autosuffisant, parce que du coup ça reprend l'intégralité de la série Spider-Man noir, donc la première, et il y aura quelques chapitres en plus sur la récente qui, moi pour le coup, j'avais trouvé moins bonne, mais si vous voulez juste découvrir surtout les origines de ce héros, allez-y, foncez. J'ai vraiment l'impression qu'ils essaient de faire un effort là-dessus sur l'idée de permettre aux nouveaux lecteurs d'intégrer l'univers des comics. Ça, c'est bien, c'est que du coup ça suit à la fois l'actualité. Ça a toujours été, je trouve, la force chez Panini, c'est que un film ou une série chez eux est annoncé ou va sortir, qu'est-ce qui se passe ? Bam, une réédition d'un récit qui est attendu. J'en reparlerai certainement dans quelques semaines, mais je sais que le gros méchant qui s'est annoncé pour le prochain Avenger, tout le monde le sait, c'est Dr Doom. Et dans quelques semaines, on va avoir des récits sur Doom qui arrivent. Oui, ça c'est sûr. D'ailleurs, on continue toujours ces comics, puisque aujourd'hui je vais vous parler d'un de ces nombreux comics que j'achète parce que, en fait, comme une pie, comme un gros pigeon, je suis attiré par la couverture. Et en plus de la VO qui est sortie en début d'année, j'ai rapidement pris la VF de ce comics qui est sorti, lui, vendredi. Et si j'ai la VO et la VF, c'est parce qu'il contient l'une de mes marottes en termes de geekerie. Alors, si je vous dis Hérisson Bleu, vous me répondez tout de suite. Sonic. Et si je dis Batman, Wonder Woman, Superman, vous me dites DC. Eh bien, je vais vous parler aujourd'hui de DC Cross Sonic. T'en as pas marre des crossovers qui puent comme ça? Alors bon, l'histoire commence sur la planète de Sonic alors qu'il profite d'un moment de paix avec ses amis, et c'est alors qu'apparaît le Ragnarok, à savoir la planétoïde du puissant Darkseid, le plus grand vilain de l'univers d'ici. Et s'il arrive de la dimension des Justice League, c'est pour récupérer les émeraudes du chaos, une immense source de pouvoir qui pourront l'aider à conquérir tous les univers. Accompagné de son armée de paradémons, le combat du coup va être très 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 difficile pour notre hérisson et ses amis. Et alors que Sonic tente de trouver une solution en courant à une vitesse supersonique, il tombe sur Flash qui, accompagné de la Justice League, a suivi Darkseid afin de contrecarrer ses plans. C'est ainsi que nos super-héros préférés feront équipe avec Sonic et ses amis afin de sauver le monde de la menace la plus puissante qu'il n'ait jamais connue. Ouais, un gros moment de littérature et de création, quoi. Bon. Sachant que t'es pas ton premier coup d'essai, on en parle de Godzilla X quelque chose. Il n'y avait pas eu Godzilla X Batman, Godzilla X Power Ranger. Arrêtez les crossovers comme ça. Bon, je dois admettre, on va être très honnête, je m'attendais vraiment pas grand chose de ce comics. Je l'ai acheté parce que bien évidemment j'ai le côté collectionniste et que j'adore Sonic. Et puis j'aime toujours un peu ces crossovers chelous. Parfois je me dis que ça peut être pas mal, que les auteurs ont peut-être une bonne intention, qu'ils savent faire les choses correctement. Non mais arrête, là c'est de la naïveté quoi, c'est pire que ça. Après, pour défendre le titre, alors, malgré que je l'ai pas lu et que je suis pas très fan de ça, c'est qu'en fait, en effet, ça attire un public plus léger. Genre, c'est vrai que c'est compliqué, on l'en parlait il y a quelques semaines, de rentrer dans l'univers des comics, de se dire, allez, je vais lire Batman. Ah, mais j'ai pas trop compris le récit parce qu'en fait, il va avoir lu la série Batman quelque chose, mais en fait, entre eux, il va avoir lu le crossover Batman quelque chose. Là, en fait, on a juste les personnages de Justice League, les personnages de l'univers de Sonic, on les met ensemble. Il y a une histoire qui se tient sur 5 chapitres, et voilà, c'est léger, mais c'est vrai que pour un gros fan du comics comme toi, plonger le nez là-dedans, Damien, tu forces. Bon, j'avoue. Alors, par contre, j'avoue un truc. Au début, je me suis dit que c'était pas si mal. Bon, ok, l'intrigue, on va être honnête, elle est balancée au lance-pierre, ça va à 150 à l'heure. On sentait rapidement que ça casserait pas 3 pattes à un canard, ça c'est clair. Mais franchement, un hérisson. Ouais, hérisson. Mais franchement, il y avait de bonnes choses. On va être honnêtement, il y avait de bonnes choses. Le caractère des personnages était plutôt respecté. Les associations entre membres de la Justice League et la Sonic Team étaient plutôt bien trouvées, notamment Shadow et Batman, c'était tout à fait logique, clairement, je voyais pas d'autres associations possibles. Alors oui, encore une fois, c'est un peu faible et pas vraiment transcendant, mais franchement, l'intrigue avait quand même un petit intérêt. Et puis, dès le 3e chapitre, ça part en vrille. Alors, sans vraiment spoiler, Sonic et ses copains se retrouvent dans le monde de DC et prennent la décision de combler l'absence de leurs collègues de la Justice League qui, eux, ont disparu. On retrouve ainsi Sonic qui prend le costume de Flash, Tails celui de Cyborg, Silver qui, lui, devient un Green Lantern, avec d'ailleurs
petite parenthèse, un énorme incohérence scénaristique qui m'a totalement fait péter un câble. Knuckles, lui, devient Superman, Shadow, Batman, logique, et Amy se transforme en Wonder Woman. Et on tombe tout de suite dans le travers de ce genre d'histoire, à savoir le fanservice à outrance. Bon, clairement, ça n'a absolument aucun intérêt dans l'histoire de mettre les personnages de Sonic en costume, à part bien sûr vendre des covers alternatives qui, soit dit en passant, ne sont pas vraiment belles. Mais d'ailleurs, cela m'amène sur un autre souci de ce comics, les graphismes. Et ouais, du coup, ils sont comment ? Eh ben, sans grande surprise, c'est assez pauvre. Certains personnages sont même complètement ratés. Mention spéciale pour le Lex Luthor qui devient un mélange entre le Caïd de Daredevil et le blob. T'es sur une pente glissante là. Et le blob de X-Men. Franchement, bien, c'est un mélange. J'ai mis bien 5 secondes avant de comprendre que c'était Lex Luthor. On est totalement. Alors, c'est dommage parce qu'on est dans l'esprit du graphisme Sonic, mais du coup, ça colle pas du tout avec les personnages d'ici. C'est beaucoup trop cartoon. C'est marrant, c'est que du coup, t'as cité beaucoup de méchants, mais Robotnik, il est là. Il y a Robotnik aussi. Alors, il fait une petite apparition rapide, mais il y a Robotnik. Bon, en même temps, le côté graphisme qui est très cartoon, c'est pas vraiment étonnant de la part de Adam Bryce Thomas, à savoir le dessinateur de ce crossover. Sa carrière, d'ailleurs, c'est principalement son travail sur la franchise Sonic. Et c'est dommage, hein, car franchement, le travail sur le hérisson est plutôt bon. Hein, mais là, avec les personnages d'ici, ça colle pas. Au scénar, on a aussi le même souci avec Ian Flynn, qui lui a aussi travaillé sur la franchise, mais également sur certains opus du jeu vidéo Sonic, dont notamment Sonic Rush Shadow Génération ou Sonic Frontier. Je pense que vous avez tout de suite compris que c'est pas les meilleurs. On a un scénariste du coup qui connaît pratiquement que cet univers, qui ne s'est pas franchement illustré dedans et qui en plus a clairement reçu des directives de la part des éditeurs afin de faire du forcing niveau fanservice. Ça donne du coup un comics qui est finalement très déceptif, même pour un fanboy comme moi. Ah ouais, là t'es carrément dur. Alors clairement, ouais, je suis clairement pas tendre. Je pense que si je suis si critique sur ce comics, c'est parce que justement, comme je disais, les 2 premiers chapitres sont pas mal. Franchement, on fait des combats de plus de 2 cases, on ne rush pas l'intrigue et on prend le temps de développer les relations entre les personnages de DC et Sonic, et ça pouvait clairement faire un comics qui, à défaut d'être excellent, était au moins agréable à lire. Là, on nous crache à la gueule des match-up en mode gavage doigt, et surtout, mais en même temps, rien d'étonnant quand au final le but n'est que de faire du fric, le récit laisse clairement sous-entendre qu'il y aura une suite, et perso, j'espère pas. En conclusion, vous l'aurez compris, je ne vous conseille pas ce DC Cross Sonic. Même les fans les plus hardcore seront déçus par les incohérences scénaristiques et les fanservices qui gâchent un récit pourtant pas si mal au début. Mais si vous voulez malgré tout tenter l'expérience par vous-même, vous pouvez toujours le trouver très facilement en rayon, car il va clairement y rester, à 15€ dans n'importe quelle librairie. Je sais pas si je dois te le dire, mais quand même merci Damien pour cette review. Voilà. J'en profite pour mettre la musique d'un des Sonic les plus ratés de l'histoire, à savoir Sonic Air sur Saturn. C'est l'antre du geek sur Happiness. On est toujours ensemble jusqu'à 21h et maintenant Sabrina, tu penses à nos petits cœurs de geeks qui vont être tristes de ne pas avoir d'émission pendant 2 semaines, ou en tout cas d'avoir des rediffs, puisque voilà, on va être honnête, sur Happiness on va vous mettre des rediffs des émissions, des best-of, etc. Mais Sabrina, tu as pensé à nous puisque tu as prévu tout un agenda pour ces 2 semaines des vacances de la Toussaint. Tout à fait, parce que j'avais pas envie que nos petits auditeurs s'ennuient fort sans nous, même si effectivement, comme tu l'as dit, il y aura plein de podcasts pour nous écouter, pour patienter. Mais il y a un bel agenda pendant les vacances. On va commencer avec le 23 et le 24 octobre 2025, donc jeudi et vendredi. Il y a pour les 40 ans de Retour vers le futur 2 soirées spéciales au Grand Rex à Paris avec la projection du film avec un orchestre symphonique pour l'occasion. Génial. Donc ça a l'air quand même assez badass, assez cool, ça donne envie. J'espère qu'il reste des places. Je pense que si c'est pas complet, les dernières sont sur le carreau. Tu dis c'est au Grand Rex, c'est ça ? Au Grand Rex à Paris. Damien, laisse-moi une place. Vas-y, je cherche. Vas-y. Vous m'en prenez une par la même occasion. Hein, allez, on vous invite tous. Wouhou. Mais je pense que ça va être difficile, Damien, de partir au Grand Rex pour toi. Parce que du 23 au 26 octobre 2025, je te rappelle qu'il y a le Spiel d'Essen, le plus grand salon du jeu de société auquel les 3/4 des membres de l'Antre du Geek seront présents pour tester de nombreux jeux. Hein. Alors on va plutôt les tester, on va pas se leurrer, en anglais et en français. En allemand, ça va être un peu plus complexe pour nous. Oh, jawohl. On l'a déjà fait. Hein. Ich spreche Deutsch. Kartoffel. Kartoffelsalade. Tout à fait. Et d'ailleurs,
tu parlais de podcast, de rediff. Il se peut que pendant cette période des scènes, on ait une émission un peu dans les coulisses de ce salon. Alors c'est sûr on a prévu plein d'enregistrements de sons, etc. qu'on vous diffusera au gré du vent, j'ai envie de dire, au gré des ondes radiophoniques. Mais on restait connecté en tout cas sur les réseaux de Happiness Amiens, Happiness Oise et aussi de l'Entre du Geek, puisqu'on mettra plein d'infos, des vidéos, des photos. On va essayer de voir tous les auteurs les plus connus du monde ludique. Grâce à un grand community manager des réseaux sociaux de l'Entre du Geek, alias moi, vous aurez plein de vidéos et d'informations en direct. Et on remercie aussi Kevin qui se charge de toute la communication de la radio. Merci Kevin, tu nous fais un taf génial. Ouais, salut. C'est lui qui fait toutes les beaux designs et tout. En tout cas, en attendant la deuxième semaine des vacances, il y a un autre événement assez important dans le monde geek, c'est le Paris Games Week 2025 qui s'annonce un événement cette année XXL sur 5 jours, du 30 octobre au 2 novembre, avec une soirée spéciale déjà dès le 29 octobre. Alors on est au parc des expositions de Versailles, porte de Versailles. Donc là, s'annonce des compétitions européennes d'e-sport. On a des concerts avec Damien, tiens-toi bien, un concert de Clair Obscur qui est prévu. Oh génial, Clair Obscur. Voilà, je savais que... Et on en a parlé ce soir, tu es content? Ouais, et c'est pas moi qui l'ai dit. Et quand il sortira en film, tu vas aller direct dans les salles, toi? Bien évidemment. Oh oui, j'ai vu passer l'info. Il y a Charlie Cox qui fait Daredevil, il fait l'une des voix du jeu vidéo, et en fait on lui a glissé genre si on fait un film tu viens, il a fait allez. J'adore. Alors Eve a attendu aussi pendant cet événement la présence d'une soirée avec Big Flo et Oli, dont on a pas mal parlé. Il y a la Coupe de France, et ça c'est pour toi mais c'est aussi pour moi et certains de nos auditeurs, la Coupe de France de VC's Blind Test. Ah, pas mal. Ça peut être sympa aussi. Et on a de nouveaux espaces qui ont été repensés pour étendre un peu la proposition de cet événement, la Paris Games Week. Alors, comme pour les autres événements que j'ai annoncés, je vous renvoie vers le site internet où vous aurez toutes les informations. Et avec un peu de chance aussi sur les réseaux, on aura... parce que voilà, on est encore en cours de discussion avec la Paris Games Week pour avoir nos places. On va essayer, si on arrive à avoir nos places à la Paris Games Week, de vous faire plein d'infos en exclusivité, en direct du parc des expos de Versailles. Et voilà, donc restez encore une fois connectés sur les réseaux de la radio et de l'Entre du Geek. Alors moi, je voulais aussi vous parler d'un dernier événement qui a lieu samedi à Beauvais au Pré-Martinet à 20h. C'est les Dés du Destin. Alors c'est un JDR improvisé avec deux associations qui me tiennent beaucoup à cœur. Certains d'entre nous, on est membres. C'est l'Improtéo, donc moi je fais partie. Et puis Tabula Ludo, dont fait partie Damien et Laura. Et Rodrigue aussi en fait. Et Rodrigue. Merci Sabrina de m'oublier. Il est là aussi lui. Mais c'est parce que t'es tellement important que tu vois, tu me perturbes. Allez. Et en quoi ça va consister? Alors, on aura un MJ, un maître du jeu qui va plonger nos comédiens qui ne connaissent pas encore le scénario dans un univers heroic fantasy. On aura un barde, un barbare, un voleur, une magicienne qui vont aller partir à une quête incroyable imaginée par Messire Damien. Exactement. Alors pareil, les réservations sont possibles sur Hello Asso, c'est 4 € l'entrée, donc c'est pas cher pour vraiment un événement qui s'annonce très cool. Une durée de spectacle sur 1h15 à peu près. Et puis si vous n'avez pas pris votre place sur Hello Asso, c'est pas grave, on vous attend à l'entrée pour venir découvrir ça. Ça s'annonce épique. En tout cas, amis auditeurs, si vous êtes fan de jeux de rôle et que vous avez envie un peu de voir... des gens sur scène le faire, franchement c'est le moment, allez-y. Alors c'est un premier essai, je vous avoue que pour moi qui suis à l'origine de ce projet, c'est très stressant. Honnêtement, je suis en stress là-dessus depuis un petit moment. Mais non, t'as été très bien. Moi, j'ai fait les répétitions parce que je serai en jeu comme PNJ pour servir un peu à la quête de nos aventuriers. Il nous a fait un scénario petits oignons qu'on connaît pas encore parce que nous, on improvise dessus. On s'est entraîné avec Damien, ça va être super. On va se rigoler, on va s'aventurer. Ça, puis en plus, t'es pas ton premier coup d'essai, parce que pour l'association de jeu, tu fais également déjà maître du jeu. Ouais, on fait beaucoup de jeux de rôle en effet, mais voilà. Là, franchement, allez-y, c'est une expérience. C'est vraiment une expérience. C'est quelque chose qui se fait un peu, notamment au Canada. En attendant, ça se fait pas trop encore en France. On essaye d'être dans les premiers. Alors, je dis pas les premiers. On est des pionniers. Voilà, on essaye d'être dans les pionniers. C'est ça. Donc, venez. Vous aurez, le public aura des actions à faire, clairement, donc ça peut être un bon moment à passer en famille, puisque ce sera, bien évidemment, tout public. Moi, je connais bien le mec qui fait la sono
La musique va être top. Voilà. On voit un peu le conflit d'intérêts qu'on a. On est dedans depuis tout à l'heure. On n'est aucun conflit d'intérêt, on est une grande famille, on vient de dire que c'est la réunion de deux associations. C'était donc l'agenda pour les 2 semaines à venir. Merci Sabrina d'avoir rempli nos agendas et de nous avoir occupés pour les prochains jours. C'est l'Antre du Geek sur Happiness. Dans l'Antre du Geek, vous l'aurez remarqué, nous sommes des passionnés de la culture japonaise et c'est pourquoi nous adorons l'idée qu'a eue la communauté de communes du Pays de Bray avec la semaine de la culture japonaise. Et pour nous en parler, nous recevons dans nos studios Betty Mortelette, coordinatrice de cette semaine culturelle. Betty, bonsoir. Bonsoir. Alors d'où est venue cette idée de la semaine culturelle japonaise ? Eh bien, c'est venu des bibliothécaires du réseau BiblioBray. En fait, les bibliothécaires ont voulu, pour une première action culturelle commune, proposer quelque chose autour de la culture japonaise et du manga, notamment pour toucher un public adolescent à la base, qui n'ouvre plus trop les portes des bibliothèques. Donc on se dit, on va aller vers eux, on va leur proposer des choses qui leur parlent. Et cette année, c'est la 2e édition. Et les bibliothécaires ont tenu aussi à ouvrir sur la culture aussi traditionnelle. Donc voilà, on propose cette semaine des ateliers, des animations en bibliothèque, un ciné Japon à Flavacourt samedi. Et puis dimanche, c'est la fête de la culture japonaise à Saint-Aubin-en-Bray, au gymnase, avec une partie culture traditionnelle et une partie plutôt culture geek manga. Voilà. Alors avant qu'on revienne sur cette journée de dimanche justement qui est le climax, on va dire, de cette semaine, tu le disais, toute la semaine, du coup, dans les bibliothèques du Pays de Bray, il y a eu plein d'activités. Voilà, notamment aujourd'hui, par exemple, il y a eu des ateliers de création de poupées kokeshi, donc des poupées traditionnelles en bois du Japon. Il y a eu des ateliers origami, calligraphie, et puis une ouverture sur le jeu vidéo. Alors moi, je ne suis pas du tout une grande spécialiste comme vous tous ici, donc j'accompagne. C'est bien, enfin c'est ce qui est bien en fait dans ce genre de projet, c'est d'être complètement novice et de découvrir des choses. Donc dans une des bibliothèques, il y a eu un après-midi jeu vidéo et vendredi aussi, et il y en aura aussi le dimanche. Ouais, parce que c'est ça l'objectif, c'est montrer que dans la bibliothèque, il n'y a pas que des vieux livres poussiéreux. C'est ça, c'est que les bibliothèques sont un lieu ouvert à tous les publics et notamment dans un premier temps un lieu d'échange, de partage de toutes les cultures. Et donc voilà, donc il y a du jeu vidéo, des ateliers de création, il y a eu des haïkus aussi, ce sont des poèmes japonais, avec aussi de l'etegami. L'etegami, c'est une technique de dessin japonais aussi, avec toute une philosophie autour de la nature et une contrainte technique aussi. Enfin voilà, tout ça, je l'apprends avec les bibliothécaires et en allant vers différents intervenants pour proposer des choses nouvelles sur le territoire. Et du coup, dimanche, c'est la journée. Voilà, alors dimanche, c'est la grosse fête. C'est de 10h à 18h au gymnase de Saint-Aubin-en-Bray. Au gymnase des Fontanettes. Des Fontanettes, voilà, qui est à côté du collège, pour ceux qui connaissent. Eh bien, il y aura des ateliers Yonkoma. En fait, le Yonkoma, c'est l'ancêtre du manga. Donc proposé par Anthony Rico, qui est un mangaka amiénois, qui est venu au collège rencontrer des élèves lundi. Il y aura donc un atelier aussi haïku et dessin avec Isabelle Asunsolo des éditions Liroli et Chiaki Miyamoto, qui est une illustratrice japonaise. Des ateliers créatifs avec nos bibliothécaires de choc. Il y aura un espace jeu aussi avec l'association Veni Vidi Ludi, qui est une association de Série Fontaine qui va proposer un espace ludothèque sur le thème du manga, et puis une initiation au jeu de cartes Pokémon et aidez-moi s'il vous plaît.
Yu-Gi-Oh! 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 Voilà, Ouais, c'est les merci. deux, c'est les deux plus gros grands jeux de TCG, cartes qui c'est ont. ça. Voilà, et bercer du nos coup, enfances. voilà, Ah bah oui. voilà, et du coup, il y aura ce coin-là. Bercer notre avec, enfance et aussi fait peur à mon banquier, encore une fois. hein. Attends, je crois qu'elle t'appelle, regarde. Ah, non, je coupe le téléphone. Donc voilà, il y aura aussi des jeux vidéo, hein, et puis des déguisements de sumo. Alors si ça vous dit, vous venez dimanche à Saint-Aubin, vous enfilez un costume de sumo et vous vous amusez à faire un combat. Alors moi, je vais venir, c'est sûr, parce qu'en plus, je connais bien le collège à côté. Mais ce qui est important pour moi, c'est est-ce qu'on mange ? Mais bien sûr, il y a un food truck qui s'appelle perd pas le Bubu nord, hein. Cantine. Bubu Cantine, c'est un food truck qui est spécialisé dans la cuisine asiatique. Et donc, elle sera là la journée pour régaler vos papilles. Alors, j'imagine quand même que ça doit demander un sacré travail d'organiser toute une semaine comme ça. Tu fais pas ça toute seule. Je fais ça avec les bibliothécaires et puis avec ma collègue du service événementiel et communication, Fanny Roux, et avec les partenaires avec lesquels je tends des perches. Donc accompagnée notamment lundi au collège par la documentaliste qui a pris mis du cœur à organiser un comité de petits lecteurs manga, des communes aussi qui jouent le jeu avec on a organisé aussi un concours de dessin avec différentes tranches d'âge qui a pour thématique le Mont Fuji. Donc les communes, les écoles ont joué le jeu. Enfin voilà, le collège aussi. Hein, le collège aussi, voilà. Donc on n'est pas tout seul et encore heureux parce que c'est beaucoup de travail quand même. Et voilà, donc il y aura des ventes aussi. Il y aura la librairie de Gisors qui sera là, des ventes d'affiches manga. Il y aura une épicerie japonaise, une démonstration de kendo. Et un concert, hein, moi je suis assez fière de ça, de faire venir la tradition japonaise dans le pays de Bray avec des musiciens japonais du groupe Zépine. Donc Zépine, c'est une chanteuse, un musicien, une danseuse trad qui vont proposer 2 fois dans la journée un moment de musique traditionnelle. Alors c'est pas la première édition, mais elle a pour vocation d'être réitérée sur le long terme. C'est la question que je vais poser au réseau à la prochaine réunion. Voilà, on va se poser, on va vivre déjà ce moment de dimanche et puis après peut-être qu'on se dira. Parce que déjà il y a eu un changement de lieu. Oui, qui alors montre que ça prend un peu plus d'ampleur. C'est ça, un changement de lieu et le changement de lieu, c'est aussi pour que chaque commune profite de ce moment-là aussi. L'année dernière, c'était à l'Alendançon et cette année, c'est à Saint-Aubin. L'année prochaine, c'est sûr que ce sera dans une autre commune. Mais voilà, l'année dernière, on était très surpris en fait de l'ampleur. Enfin voilà, ça a fonctionné dans une commune rurale. Ça nous tient à cœur aussi ce truc de se dire c'est une petite commune, c'est la ruralité, mais on amène aussi nous une culture un peu manga japonaise qu'on pourrait trouver dans des communes plus importantes. Après, c'est que nous on en parle toutes les semaines, mais il y a souvent des actualités sur des mangas, des séries, etc. Donc en fait, le fait que ça touche encore les jeunes de nos jours et que vous arrivez à les attirer en plus dans ces lieux-là, moi je trouve ça hyper bien et hyper important parce que du coup ça permet de les ouvrir un peu plus large que juste leur manga, leur série qu'ils regardent à la maison, quoi. C'est ça. Avec et les petits ateliers, vous avez les concerts, etc. Voilà, on essaye d'ouvrir et d'ouvrir à la curiosité et des grands aussi, ce qui était riche aussi, parce que là on va parler manga un petit peu. Moi je ne suis pas non plus spécialiste, mais D'ailleurs, c'était ma question. Est-ce qu'il faut être forcément fan de manga pour venir ? pas du tout, non, pas du tout, parce que il y aura une bourse au manga, hein, de toute façon, ça c'est sûr. Il y aura des choses autour du manga, une expo aussi, mais le principe, c'est échanger sur la culture japonaise en général. Ouais, vous avez beaucoup insisté sur le côté traditionnel et moi je trouve ça intéressant justement. Et je sais que certains intervenants, notamment le club de kendo de Beauvais, étaient ravis de pouvoir non seulement pouvoir faire des démonstrations, mais être présents aussi avec un stand pour pouvoir communiquer sur tout ça. Il y aura aussi une expo de bonsaï.
Donc le club de bonsaï de Saint-Just-en-Chaussée vient avec plaisir. Je savais même pas qu'ils existaient. Oui. Bah voilà. Ça c'est cool, ça va permettre d'attirer un nouveau public. C'est ça, pour c'est vous, autre comme chose. pour eux, Voilà. et faire découvrir une culture qui nous rassemble tous. Voilà, c'est ça. C'est hyper large et. Donc on rappelle toute cette semaine dans les bibliothèques du Pays de Bray et surtout ce dimanche au gymnase des Fontanettes, la semaine de la culture japonaise. On espère vous y retrouver car perso on sait qu'on y fera un tour, ça c'est clair. Bah ça c'est cool. En tout cas Sabrina sera au niveau du food truck. Merci Betty d'avoir répondu présente Merci et d'avoir à vous pour répondu l'invitation. à nos questions dans l'entre du geek. L'entre du geek sur Happiness. Il est maintenant 20h, passé de 58 minutes et 52 secondes et il est temps pour nous de rendre l'antenne. On remercie encore une fois notre invitée Betty d'avoir répondu présent. L'entre du geek, alors ça s'arrête pendant 2 semaines, ça prend quelques petits congés bien mérités, donc il y aura des rediffs pendant 2 semaines, mais encore une fois, comme on l'a dit tout au long de cette émission, restez connectés sur les réseaux Happiness Radio Oise et Happiness Amiens ainsi que sur l'entre du geek car il y aura plein d'infos en direct de Essen, on espère en direct également de la Paris Games Week. De notre côté on se retrouvera du coup le mercredi je ne sais plus combien de novembre 5 novembre pour la reprise de l'entre du geek. Merci Rodrigue, tu seras parmi nous ou pas le 5 novembre ? Sabrina, tu seras parmi nous ? Sans doute. Laura, on sait pas. Alors, si t'es sage. Non, on verra. En attendant, restez connectés sur Happiness. Ouais, je suis méchant là. On vous laisse avec Greg et son Pays Clap. Et on vous souhaite à tous une bonne semaine. Amusez-vous bien. Ciao à tous! Tous les mercredis, de 19h à 21h, c'est l'entre du geek sur Happiness.